Bonjour à tous. Le président de la République, Paul Biya, et son épouse sont de retour au Cameroun après avoir participé au Forum de Paris sur la paix et la sécurité. Selon le journal Cameroun Tribune, c'était une participation remarquée. La présence du chef de l'État, Paul Biya, à ses assises a donné l'occasion de repréciser sa position sur les réformes à mener au sein de l'ONU et d'apporter des clarifications sur la gestion de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cependant, le journal d'expression anglaise de Post a perçu à travers les propos du président de la République une confession sur sa volonté d'assimiler les anglophones. Selon ce journal d'expression anglaise, ces propos du chef de l'État ont choqué les Camerounais. Pourtant, Cameroun Tribune pense que le chef de l'État a plutôt rassuré la communauté internationale, annonçant une mise en œuvre progressive des recommandations du grand dialogue national, dont celle accordant un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Durant le séjour du président de la République à Paris, le magazine Jeune Afrique a publié une lettre ouverte d'une cinquantaine de personnalités adressée au président français afin qu'il utilise son influence diplomatique pour amener Paul Biya et le gouvernement camerounais à rejoindre la table des négociations avec des leaders séparatistes sous la médiation suisse. Dans les coulisses de ce forum de Paris, le journal Essingan estime que la France n'a pas veillé à la sécurité du chef de l'État du Cameroun. À peine installé à l'hôtel Meurice, le couple présidentiel a vu des manifestants camerounais assiéger l'établissement hôtelier pour dénoncer la malgouvernance du Cameroun. L'escalade a failli dégénérer en échauffourée entre les manifestants anti-Biya et la sécurité présidentielle. Quelle est l'analyse et le décryptage du diagnostic du chef de l'État à propos de la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Jusqu'où le gouvernement, sous pression de l'opinion publique, est-il prêt à céder des pouvoirs spéciaux aux régions anglophones? Et comment cela va-t-il être matérialisé? Alors que rien ne filtre jusqu'ici sur ce statut spécial, une nouvelle campagne de paix vient d'être lancée dans le Nord-Ouest, un mois après le grand dialogue national. Dans cette lancée des personnalités de la République, membres de la commission d'investiture du RDPC doivent présélectionner les candidats de leur parti pour les élections législatives et municipales. Cependant, des militants investis des partis de l'opposition vivent un véritable calvaire pour la constitution des dossiers entre chantage, marchandage des pièces et arnaque. Le Messager dénonce un complot programmé contre des candidats de l'opposition pour les élections législatives et municipales. Le journal Défi Actuel constate que les partis politiques sont en ébullition. Selon ce journal, le professeur Maurice Kamto ne sera pas candidat à ces élections locales. Pendant ce temps, Cabral Libye affiche ses ambitions. La crise anglophone est en toile de fond de ces élections législatives et municipales. Qu'est-ce qui complique autant la constitution des dossiers pour les législatives et municipales au Cameroun sans un découpage électoral et une modification du code électoral? Quel parti politique peut tirer son épingle du jeu de cette compétition électorale? Ces élections doivent se tenir en février 2020 après une probable adoption et promulgation des nouvelles dispositions du code pénal qui visent à criminaliser le tribalisme au Cameroun, l'outrage à tribu et ces sanctions doublement infligées aux acteurs politiques sont-ils suffisants pour lutter contre ce fléau social au Cameroun? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois sur ce plateau Charles Lisan. Charles Ly, bonjour. Bonjour, M. Nefele. Bonjour à tout le Cameroun. Bonjour à mes chers co-panélistes. C'est un plaisir renouvelé d'être ici, une fois de plus. Vous êtes communicant du RDPC sur ce plateau. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau, Jean-Robert Wafo. Jean-Robert, bonjour. Vous êtes ministre de chef de cabinet du SDF, chargé de l'information. Également maire adjoint à la commune d'arrondissement de Douala 2e. Sur ce plateau de droit de réponse, il est l'un des éditorialistes au quotidien La Nouvelle Expression et consultant ce droit de réponse. Edmond Kambia, bonjour. Bonjour Cédric Nefele, je salue tous les co-panélistes.
Je dis bonjour à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Également présent sur ce plateau de droit de réponse, maître Emmanuel Achou. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour chers co-panélistes, bonjour téléspectateurs. C'est toujours un plaisir renouvelé d'être avec vous. Vous êtes avocat au barreau de Cameroun, analyste politique. Vous êtes également à la tête de Reform Party, une formation politique au Cameroun. Et sur ce plateau également, Georges-Olivier Borrell, représentant du PURS sur ce plateau. Georges-Olivier, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous mes copanélistes et bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission. D'entrée de jeu, dans ce programme de droit de réponse, avec vous Edmond Kamdia, Cameroun Tribune a titré cette semaine « Participation remarquée du chef de l'État » au Forum de Paris sur la paix et la sécurité, à l'analyse des attitudes du président de la République durant ce forum. Quels sont les faits marquants que vous avez pu observer durant la participation du chef de l'État à ce Forum de Paris sur la paix et la sécurité? Oui, vous faites bien de citer le quotidien national Cameroun Tribune, média d'État, qui a titré Participation remarquée. Effectivement, c'est une participation remarquée, sauf que c'est une participation remarquée négativement. Elle était remarquée négativement sur deux plans. Le premier plan, c'est au niveau du panel que le monde entier a vu à Mondovision, qui a révélé le caractère catastrophique de la communication du chef de l'État. Le second point, c'est au niveau des membres de la brigade anti-Sardina qui se sont fait remarquer à leur façon, comme d'habitude, avec leur méthode au niveau de l'hôtel qui abritait le chef de l'État, l'hôtel Meurice. En ce qui concerne le panel, il convient de dire que ce que nous avons vu, ce que les compatriotes ont vu, ce que le monde entier a vu, est totalement négatif pour l'image du Cameroun à l'extérieur. Totalement négatif parce que on peut se poser des questions après avoir vu ce qu'on a vu. C'est une véritable catastrophe tant sur la forme que sur le fond. D'abord sur la forme. Il faut dire que lorsqu'un chef d'État intervient, on s'attend à ce que le service de communication qui l'accompagne fasse tout le travail pour lui, prépare le terrain pour lui, va sur le terrain en repérage pour savoir comment sont fixés les micros, pour savoir sur quel siège le chef de l'État va s'asseoir, est-ce qu'il sera confortable ou pas, et l'utilisation des écouteurs, pour savoir comment est-ce que ça va se passer. Est-ce qu'il faut appuyer tel bouton pour écouter le français ou l'anglais? Et on a vu un mot Ibrahim très à l'aise devant un Paul Biya très mal à l'aise, qui a même dit « je suis embarrassé ». Il a reconnu son embarras dans une telle situation. Pour dire qu'en réalité, les Sherpas, vous savez ceux qui accompagnent le chef de l'État, mais particulièrement, le service de communication n'a pas rendu service à Paul Biya parce que, de bout en bout, ces services auraient dû le préparer à savoir quel est le format du panel. Est-ce que c'est un format table ronde habituel? Est-ce que c'est un format discussion? Est-ce que c'est un autre type de format? Ensuite, il fallait savoir quel est le timing, quel est le nombre de minutes qu'il va utiliser. Est-ce qu'il va commencer par ce qu'il a voulu faire? Parce que, visiblement, le chef d'État était préparé plutôt à lire son bord, c'est-à-dire un exposé liminaire. Ce que, visiblement, Mo Ibrahim n'a pas apprécié. Parce qu'il lui a dit, vous avez 2 minutes. Et il ne s'agit pas de faire un discours. On voit donc que le chef de l'État est passé totalement à côté de sa communication. Parce que ses services, je le répète, ses services de communication ne l'ont pas aidé. D'abord, parce qu'il ne savait pas de quel type de format il s'agissait. Le timing n'était pas maîtrisé. J'ajouterais, sur le fond, c'est encore plus grave. La forme est mauvaise, mais le fond est encore plus grave. Parce que dans l'échange entre le chef de l'État et Mo Ibrahim, on se rend compte, non seulement, comme lui-même il a dit, il était embarrassé, mais la réponse aux questions était tirée par les cheveux. Le chef de l'État a été amené à dire des choses qui n'étaient pas convenues, qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas vraies, qui n'étaient même pas exactes. Parce que lorsque le chef de l'État, après avoir exprimé son embarras dans ce format, arrive à dire, lorsqu'on lui pose la question, que le Cameroun a été une colonie allemande. Le Cameroun n'a jamais été une colonie. Lui-même le sait. Mais la manière dont les choses sont déroulées l'ont empêché d'exprimer le meilleur de lui-même. Le Cameroun n'a jamais été une colonie. Et il a dit ensuite, le Cameroun est passé de la colonisation allemande à la colonisation britannique.
et la colonisation française. Le Cameroun n'a été colonie ni de l'Allemagne, ni de la Grande-Bretagne, ni de la France. Quels sont les faits? Le Cameroun est passé sous protectorat allemand, puis sous mandat, puis sous tutelle. Sous mandat SDN, sous tutelle de l'ONU. Et vous dites quoi Quels sont les faits précis concernant l'histoire du Cameroun avec l'Allemagne, la France et l'Angleterre pour que les téléspectateurs soient mieux édifiés, Edmond? Il faut dire qu'en réalité, le Cameroun n'a jamais été colonie ni de l'Allemagne, ni de la Grande-Bretagne, ni de la France. L'histoire est bien connue du Cameroun. Lorsqu'on parle de l'Allemagne, la présence allemande au Cameroun est matérialisée. Historiquement, on parle du traité germano-camerounais, que certains appellent le traité germano-douala du 12 juillet 1884. En fait, l'histoire de l'État du Cameroun, sur le plan institutionnel, date de la présence allemande au Cameroun. Et c'était un protectorat. Et le protectorat n'est pas une forme de colonisation du tout. C'est un statut qui est différent de la colonisation. Ensuite, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la France et l'Angleterre ont été amenés à buter l'Allemagne du Cameroun. Et ils se sont partagés le Cameroun. De fait, les derniers Allemands ont quitté le Cameroun après la guerre de 14-18. Ils ont chassé les derniers Allemands en mars de 1916. Les derniers Allemands ont quitté le Cameroun après avoir longtemps résisté. La France et l'Angleterre se sont emparés du Cameroun. Il y a une situation assez ambiguë entre 1916 et 1919 pendant laquelle la Grande-Bretagne et la France occupaient chacun une parcelle du Cameroun jusqu'à ce que la SDN intervienne pour octroyer le mandat de la partie occupée par la Grande-Bretagne à la Grande-Bretagne, donner la possibilité pour la France qui occupait une partie, la partie, j'allais dire francophone, à la France. Et c'est ainsi qu'en évoluant, on est passé du mandat à la tutelle à travers, au terme de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de 39-45, au terme de cette guerre, les Français et les Anglais sont encore au Cameroun, ils se partagent encore le Cameroun, et l'institution qui a remplacé la SDN, c'est l'ONU, l'octroi, la tutelle. Ce sont eux qui doivent préparer donc, le Cameroun à l'indépendance. Et c'est ainsi que, sous la SDN, comme sous la tutelle de l'ONU, le Cameroun a été dans une catégorisation très particulière, qui n'avait rien à voir avec la colonie. Il y avait des types de mandats. Et la spécification du Cameroun voulait que le Cameroun ne soit pas traité comme une colonie, parce que le Cameroun n'a jamais été une colonie. Même si, il faut le reconnaître dans les faits, ils nous ont traités comme si on était une colonie. Je parle de la France. Ils nous ont traités comme si on était une colonie. Violant de fait une situation, et il faut le dire ici aussi, Oumniobé et d'autres Camerounais qui sont allés à l'ONU ont fait des pétitions, se sont plaints auprès de l'ONU de la manière dont les Camerounais étaient traités. Et c'est comme ça que l'ONU s'est rendu compte des dérives de la tutelle, des autorités qui assuraient la tutelle au Cameroun. Pour dire et sortir rapidement, la communication du chef de l'État, le panel, a été catastrophique parce qu'il ne maîtrisait il ne maîtrisait pas le format, il ne maîtrisait pas le timing, il ne maîtrisait pas qui devait intervenir dans ce panel parce qu'il était totalement, j'allais dire, usé, égaré. Parce qu'à un moment donné, tout le monde l'a vu, il était fatigué. Donc la présence du chef de l'État a été remarquée, mais négativement, parce qu'il était fatigué, il était égaré sur le plateau. Ce qui n'est pas justement l'avis de Cameroun Tribune qui insiste sur les propos du chef de l'État où il parle des réformes à mener au sein de l'ONU et les clarifications sur la gestion de la crise anglophone. Jean-Robert Wafo, participation remarquée du chef de l'État au Forum de Paris sur la paix et la sécurité. Pour vous, quels sont les faits saillants que vous avez observés concernant la contribution du président de la République à ce panel où il a été convié? J'ai entendu le chef de l'État parler de la réforme de l'ONU. J'aurais bien souhaité qu'il commence d'abord par parler de la réforme du Cameroun. Il a également parlé, n'est-ce pas, de la crise anglophone. J'aurais bien souhaité qu'il prenne tout au moins la parole à la fin lors de la cérémonie de clôture du grand dialogue national. Il n'a pas fait une fois de plus. C'est comme s'il faisait tout pour plaire à tous les autres sauf les Camerounais. Bon, voilà où on en est arrivé. Moi je dis, ce sommet, j'aimerais bien savoir ce que ça a apporté au Cameroun. Je ne vais pas revenir sur ce que Edmond Kamgé a dit. Mais une chose est sûre, c'est quoi? C'est que le Cameroun a été la risée du monde.
Voilà, je ne vais pas revenir sur l'échec patent, catastrophique, n'est-ce pas, du service de la communication. Je veux dire de sa propre prestation, parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui désigne les membres de la cellule de la communication, du service de la communication. C'est lui-même qui nomme, comme on dit, comme la Constitution le prescrit à tous les emplois civils et militaires. Donc, il ne peut qu'assumer ce qui s'est passé là-bas. Je n'aimerais pas qu'on rejette ça, n'est-ce pas, sur le service de la communication, à partir du moment où c'est lui qui nomme. Il y a eu des scandales ici, et il a assumé, il n'a pas bougé les gens de leur poste, il les a maintenus, au contraire, même il a accordé des promotions. Donc, ce que je retiens, c'est pratiquement rien, puisqu'il n'a rien apporté. Généralement, quand on se déplace à un sommet, c'est pour tirer les choses vers son pays, et j'aimerais bien savoir ce qu'il a pu tirer. Bon, mais moi, ce que je vais dire... c'est quoi? C'est que le président de la République gagnerait à savoir qu'on gouverne pour son peuple d'abord. D'abord pour son peuple. Il gagnerait à plus s'exprimer pour son peuple et non pas chaque fois à sauter dans un avion pour aller montrer la face candide ou alors une autre image de ce qu'il n'est pas du tout à l'intérieur du pays. Bon voilà, donc je ne vais pas parler de l'impréparation, non, c'est clair, ça traduit un peu comment le Cameroun est donc gouverné. C'est l'improvisation, c'est, n'est-ce pas, le déni permanent. Donc voilà, moi je m'attendais à rien. Je suis surpris que les Camerounais aient pu être surpris. Après vous, Jean-Robert Wafo, juste à côté de vous, Olivier-Georges Borrell, l'attitude du chef de l'État, Cameroun Tribune, le journal gouvernemental, estime que le chef de l'État a plutôt rassuré la communauté internationale à travers ses prises de position concernant la gestion de cette crise anglophone, et également il a reprécisé sa pensée sur les réformes à mener pour intégrer davantage les pays africains dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Le journal Repère l'a même présenté comme l'avocat de l'Afrique. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je pense qu'avant que ce journal ne puisse présenter le président comme l'avocat de l'Afrique, il aurait d'abord cherché à présenter le chef d'État comme l'avocat du Cameroun. C'est là, je crois que, comme l'a dit mon copanéliste, M. Wafo, c'est la chose la plus indiquée à faire. Et concernant le plaidoyer par rapport à l'ONU, mais moi je dis ça, c'est tout simplement de la poudre de perlimpinpin parce que c'est des choses qui se disent, qui reviennent. En fait, il y a, comme on dit, il n'y a rien à voir, il faut circuler. C'est tout ce que moi j'ai dû comprendre par rapport à ce message. Et il vous souvient que effectivement le président de la République camerounaise n'est pas le premier président à pouvoir parler, n'est-ce pas, d'un poste permanent à l'ONU. Les autres chefs de l'État l'ont fait, mais seulement est-ce que cela a été suivi? Jusqu'à présent, pas du tout. Donc, pour moi, c'est prêcher un peu dans le désert. Maintenant, quant au format et quant à la prestation du chef de l'État à ce sommet de la paix, la première chose que moi, en tant que citoyen camerounais, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on va parler de paix en France? Notre président aujourd'hui, après 3 ans de la guerre anglophone, de la guerre au niveau du nord-ouest et sud-ouest, ne s'est jamais rendu. Il n'a pas pris la parole de manière solennelle, que ce soit sur la place de Boya ou de Bamenda, pour dire aux personnes qui gouvernent, qui écoutaient, aujourd'hui, je suis venu vous voir pour que nous puissions établir sur un certain nombre de choses. Et on va parler de paix, on va parler d'un statut spécifique du nord-ouest et du sud-ouest, comme si, en fait, on était en train d'apprendre au Camerounais quelque chose de nouveau. Dans la mesure où ce statut est prévu à la Constitution depuis, je crois, 1996, si je ne m'abuse. Donc, à partir de là, on nous a appris rien de nouveau. Ça a été pour moi une balade, tout simplement. C'est-à-dire, on a cherché à trouver un petit séjour privé au chef de l'État pour se balader. Et puis, voilà, après ça, il n'y a rien. Moi, je trouve rien de tout là-dedans. Charles Lisan, participation remarquée du chef de l'État, c'est pas l'avis des copanélistes sur ce plateau qui estiment que son discours était un disque qui a déjà été entendu plusieurs fois, rien de nouveau sous le soleil. Quelle est votre analyse? Monsieur Noufele, je suis quand même surpris, moi Camerounais, d'entendre que, au sortir d'un sommet sur la paix, convoqué à Paris par l'un des pays les plus puissants du monde, que des Camerounais qui ont des situations explosives de tension dans certaines régions de leur pays
trouve que c'était une balade de santé. Je suis surpris de voir ici des hommes politiques, des experts en lecture politique sociale, analyser la présence d'un président de la République dans un sommet aussi important par des faits divers, de la basse, des gens qui chantent devant un hôtel, du fait que le président avait des soucis pour s'exprimer, et on veut donner au président de la République un cours. Comment est-ce qu'on doit se comporter pendant une causerie dans un sommet, 37 ans de pouvoir. Je laisse les autres années de haute gestion de l'État. Je suis surpris qu'on me dise ici qu'on aurait aimé que le président de la République parle du Nozo avant de parler du Sud. Non. Il faut qu'on se comprenne, M. Moufele. M. Borrell, les enjeux actuels dans le monde au niveau des conflits sont de telle manière que toutes les forces du mal ont mutualisé. Quand on vous parle de Daesh, il est né quelque part et il a des ramifications jusqu'au Soudan, jusqu'au Cameroun. Attaque globale et riposte globale. Quand la France invite les autres pays à venir s'asseoir pour parler de la paix, c'est parce que cette paix est menacée dans tous les pays du monde entier. Et la même paix est menacée dans notre pays. C'est clair que tous les forums du monde entier sur la paix ne vont pas résoudre le problème, mais il le faut. Il faut toujours qu'il y ait des forums sur la paix. Deuxième chose, le président Paul Biya a parlé d'une diplomatie internationale plus équilibrée dans les relations nord-sud. Ce qui a fait applaudir tous les pays présents qui sont du tiers-monde, qui sont du sud, à ce sommet, sauf les Camerounais. Bon, notamment ceux qui sont sur ce plateau. Le président Paul Biya a parlé de la mise en place d'un statut spécial du Nozo. Les gars du Nozo, nos frères et sœurs du Nozo ont applaudi, sauf évidemment ceux qui sont assis ici. Le président de la République a fini de parler. Madame Mouzikao, secrétaire général de l'OIF, a applaudi. Monsieur Hambok, vice-président du Cameroun, a applaudi. Monsieur Ossam Zaki, secrétaire général de la Ligue arabe, a applaudi. Monsieur Mohamed Kouma, président du RIS, a applaudi. Mo Ibrahim a applaudi. Parce que le président de la République a demandé à ce que le Conseil de sécurité passe désormais à 26 membres, en y incluant les pays du Sud. Il s'agit de ça. C'est l'Europe, c'est l'Occident, c'est eux qui décident de la gestion dans le monde. Il faut bien que les pays du Sud y soient représentés. Et c'est pourquoi le président Kaboré du Burkina Faso est allé voir le président Biya pour lui dire que mon père, nous sommes derrière toi. Et il a refusé de signer le prolongement des accords lyoniens qui lient certains pays francophones et le Cameroun. Paul Biya a été porteur de la voix des pays du Sud dans ce panel de haut vol. Pourquoi si tous les présidents présents là-bas, ce n'est que lui qui a été parti? Maintenant, vous voulez nous réduire à une histoire de... I don't understand qu'on entend partout dans les réseaux sociaux. Mais monsieur, nous fait que monsieur, l'expert en des relations internationales, nous fasse comprendre que le président aurait dû appuyer ce bouton, mais vraiment. Non, je vais parler comme au quartier. Quand un jeune de Ngangé joue au foot et signe un contrat en Espagne, il lui faut 3 mois pour parler espagnol. Quand il quitte l'Espagne pour la Russie, il lui faut 2 mois pour parler le russe. Quand tu quittes le russe pour l'Angleterre, il faut 2 mois pour parler l'anglais. Parce que quand on te forme, tu es obligé de parler la langue de ce pays. Paul Biya a 55 ans de haut vol de gestion du pays. Paul Biya parle parfaitement anglais. Et il faut faire très attention quand un président s'exprime. Il faut faire très attention quand il s'exprime. Je voudrais dire à monsieur Edmond Kamkia que dans un conclave international à ce niveau, à Paris, il y avait 18 langues qui foisonnaient. Quand le président Macron s'adresse solennellement à la cérémonie d'ouverture, il parle en français. L'arabe comprend l'arabe parce qu'il y a quelqu'un qui traduit. Quand Paul Biya met l'oreillette et appuie l'anglais, ou il appuie le français, ou il appuie l'allemand, le traducteur ou la traductrice doit transmettre fidèlement ce que l'orateur principal est en train de dire. Ça s'appelle la communication, c'est le B.A.B.A. Il faut un émetteur, il faut un récepteur, il faut un message, il faut décoder, il faut encoder le message. Si je dis, monsieur Noufele, Madingwa, j'ai parlé en Ewondo, ça veut dire que je vous aime. Si vous ne comprenez pas mon patois et que M. Wafo qui comprend le Rondo vient vous dire que M. Zanvoulé dit je vous aime, ah, c'est que lui l'a compris. Ce n'est plus la même chose que Zanga dit. Et c'est clair que vous allez demander à Wafo est-ce que c'est ce que Zanga dit? C'est ça le message de la communication. Il s'est posé un problème technique entre moi et Ibrahim qui s'exprime en anglais et un anglais qui n'est pas l'anglais camerounais, qui est un anglais soudanais avec l'anglais anglais. Il faut le dire ainsi. Il y a l'anglais soudanais. Ça vient l'anglais soudanais. Bien sûr, il y a l'anglais. Écoutez-moi très bien. Non, monsieur Wafo, écoutez-moi très bien. L'américain qui parle anglais
Et l'anglophone de chez nous qui est à Kumba, l'anglais qui est en Angleterre, il peut avoir des termes vraiment qui ne se comprennent pas. Mais dans le fond, on comprend l'essentiel. Donc, pour terminer, à ce qui nous concerne, moi, le Camerounais, ce n'est pas le RDPC qui parle. Je ne veux pas m'asseoir et réduire la présence du chef de l'État à un concert de musique devant l'hôtel, à une histoire d'oreillette, à un président que certains ici estiment qu'il est fatigué parce qu'il est âgé. J'espère qu'ils auront son âge. Je ne réduis pas ce grand instant de la vie politique mondiale à ce détail de faits divers. Moi, ce que j'ai vu, c'est que le monde entier a écouté la voix du Sud. Et la voix du Sud a été portée par le Nomgui. Moi, le Camerounais, j'en suis fier. Et les retombées sont là. Justement, parce qu'en dehors de parler de paix, il y a eu des conclaves en interne entre certains chefs d'entreprise et le président de la République. Et vous parlez d'une bonne prestation du chef de l'État. Oui, vous estimez même que même son anglais était parfait. Maître Emmanuel Achou, sur la sortie du président de la République, l'attitude qu'il a eue dans ce panel qui concernait la coopération sud-sud, les enjeux sécuritaires et les propos du président de la République à la fois sur les réformes de l'ONU et la clarification sur la gestion de la crise anglophone, quel est votre regard sur ce que le chef de l'État a fait et ce qu'il a dit durant ce forum de Paris sur la paix et la sécurité? Merci Cédric. Vous avez sur Equinox TV une émission, Disons tout, qui commence par des applaudissements. Alors, je ne sais pas si ces applaudissements sont l'approbation de quelque chose. Je voudrais par là dire que lorsqu'on applaudit, ça ne veut pas dire qu'on approuve. Parce que, disons tout, on applaudit avant même que l'émission ne commence. À l'Assemblée nationale du Cameroun, quelqu'un tousse, on applaudit. Ça ne veut pas dire que tousser, c'est dire quelque chose. Donc, ce que moi j'ai vu à Paris, je vais un peu prendre la distance de certains qui disent qu'il n'y a pas eu quelque chose de nouveau. Vraiment, moi j'ai vu quelque chose de nouveau. Et ce que j'ai vu, c'est que le président de la République nous a démontré, à mon Dieu de vision, qu'il ne connaît pas l'histoire du Cameroun. Il nous a démontré, à mon Dieu vision, il a avoué publiquement, en mon Dieu vision, qu'il essaye d'assimiler les anglophones depuis. Vous n'allez pas me démentir, monsieur Zam. Il a dit. Quels sont les éléments qui vous permettent de conclure qu'il y a eu cette volonté du chef de l'État d'assimiler? Nous avions eu l'opportunité de les intégrer. Ce qu'il a dit, nous les intégrer complètement. Ça n'a pas marché. Alors, cela m'amène à dire que vraiment, il est temps que j'envoie un message au président de la République. Il connaît le problème qui mine le Cameroun. Il sait très bien qu'il s'agit de deux États indépendants qui, selon les vœux des Nations Unies, ont été mis ensemble. Il sait très bien que depuis 1961, ça ne s'est pas bien passé et que les anglophones veulent affirmer leur indépendance en se joignant à la République du Cameroun. Alors, monsieur le président, la guerre qui continue au nord et au sud-est, c'est pourquoi arrêtez-nous cette guerre et vous allez voir que le Cameroun va aller de l'avant. Pourquoi est-ce qu'on continue à dire on va donner un statut spécial? Où avez-vous vu un partenaire donner un statut spécial à l'autre? C'est deux États indépendants d'égale nature. Vous voulez donner un statut spécial à quelqu'un qui a le même statut que vous? Ça n'existe pas. Donc, la solution, c'est qu'on fasse ce qu'on devrait faire depuis. S'asseoir pour discuter, pour finaliser la réunification, en signant l'accord d'union, qui est prescrit par l'article 5 de la résolution 1608. Vous avez vu, M. Ibrahim, dit au président, je suis content que vous commencez à parler aux gars anglophones là. Voilà. Et cela m'amène encore à vous rappeler que l'Union européenne, les États-Unis vous ont dit, après votre kermesse nationale là, commencez maintenant le vrai dialogue. Le vrai dialogue, c'est le dialogue entre les deux États. Faites l'accord d'union. On n'est pas moins camerounais parce qu'on vit dans une confédération telle que voulue par les Nations Unies en 1961. On est tous camerounais. On n'a pas dit Southern Nigeria, on a dit Southern Cameroun. On n'a pas dit République of Nigeria, on a dit République of Cameroun. Alors, pourquoi vous voulez vous asseoir sur les droits des autres et vous imposer? Et quand on veut parler, vous envoyez l'armée, vous envoyez, attraper les gens, vous jetez en prison. Non. Monsieur le président a reconnu que ce qu'il fait là n'est pas correct. Mais il a aussi dit qu'il va octroyer ce statut spécial pour reconnaître la spécificité de ces régions anglophones tout en préservant l'intégrité territoriale du Cameroun.
Que pensez-vous de cet argument? Moi, j'ai dit, le président connaît le problème. Ce n'est pas un problème de spécificité, c'est un problème d'État indépendant qu'il a avalé. Il a avalé l'indépendance du Centre Cameroun. Il faut qu'il remette cet État sur la table. Avant 61, Centre Cameroun était le premier État africain, retenez bien, africain, à avoir un gouvernement élu démocratiquement en 48, avec une constitution de 48, avec un gouvernement, avec un parlement de 2 chambres. Alors, vous venez maintenant, pour cette icône de la démocratie africaine, le réduire à un statut spécial. Ça veut dire quoi ça? J'ai dit qu'il faut qu'il fasse, s'il veut que les Camerounais se rappellent de lui comme c'est lui qui a apporté la démocratie, qui commence par respecter la spécificité du Cameroun, qui est un État composé de 2 États indépendants, selon les vœux de l'ONU. Comment un État peut être composé de 2 États indépendants? Une confédération, si vous avez oublié les notions de droit public international. Voilà, une confédération, ça existe. Bon, donc, j'ai dit que Monsieur le Président de la République doit faire machine arrière dans son histoire de statut spécial là. Qu'il aille signer l'accord d'union pour nous faire ramener la paix dans ce pays. Parce que le statut spécial ne va rien apporter. Sinon la guerre continue. Les gars là sont avisés. La communauté internationale est avisée et vous le rappelle tout le temps qu'il faut vous adresser aux problèmes de base. Et tant que ça ne sera pas fait, le Cameroun n'aura pas une solution. Ça va venir de l'extérieur. Donc, si vous aimez le Cameroun, mes frères du RDPC, apportez les solutions idoines à nos problèmes. Alors, après vous, avec vous, Edmond Kamgia, sur ce débat autour de ce statut spécial, le président de la République a semblé répondre à la communauté internationale concernant les enjeux d'une solution politique aux problèmes posés. Pour autant, cela est loin de satisfaire tout le monde dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comment expliquer cela? Oui, cela peut se comprendre. Parce qu'en réalité, ce que le chef de l'État a exprimé au sujet de la proposition de solution qu'il a formulée, qui consisterait à octroyer un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est une solution qui a été proposée en réalité par le Grand Dialogue National. Ça fait partie des recommandations du Grand Dialogue National, dont on attend jusqu'aujourd'hui la mise en œuvre et l'implémentation. Maintenant, l'autre aspect de la question, pourquoi est-ce que ça ne satisfait pas tout le monde? Parce que justement, toutes les parties concernées n'ont pas pris part à ce Grand Dialogue National. Et parmi les absents du Grand Dialogue, il y a des acteurs de premier plan, c'est-à-dire les sécessionnistes. Ce sont les acteurs directs. Nulle part on ne les a vus. Je veux dire les vrais sécessionnistes. Alors que nous en avons certains qui ont été interpellés au Nigeria, arrêtés, jugés et même condamnés au Cameroun. Ayoub Sissikou et ses camarades, ils sont là. Ils ont toujours exprimé la volonté de discuter, de négocier avec le gouvernement de la République du Cameroun. Mais à aucun moment, on ne les a associés à la discussion. On a tenu le Grand Dialogue National pendant qu'ils étaient à Yaoundé, ils n'ont pas été associés à la discussion. Non seulement, ils sont directement concernés par la solution définitive et durable à la crise anglophone, mais aussi ceux qui sont dans les forêts, qui ont l'arme en main, qui affrontent les forces de sécurité. Il faut les associer eux aussi. Il y a enfin ceux que j'appellerais les donneurs d'ordre, qui sont en exil, qui sont dans la diaspora, dans plusieurs pays occidentaux, qui pour certains auraient même voulu être présents au Grand Dialogue National. Mais ils n'ont pas eu le document qui leur permettrait d'assister à cet événement. On a demandé une loi d'amnistie. La loi d'amnistie n'est jamais arrivée. Nous espérons que l'Assemblée nationale qui s'ouvre là aura entre autres projets de loi, ceux que tout le monde connaît déjà sur l'outrage à la tribu, qui aura un sur le régime spécial et qui aura une loi d'amnistie générale qui permettra, qui facilitera le retour au Cameroun de compatriotes en exil, des Camerounais qui revendiquent officiellement la sécession sur le plan politique, et que ceux qui sont dans les forêts pourraient venir également discuter et négocier directement avec le gouvernement, parce que sans cette négociation directe, on n'aura pas la solution à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et il y a une cinquantaine de personnalités de renommée internationale qui sont avocats des droits de l'homme, universitaires, qui ont écrit une lettre ouverte au président français Emmanuel Macron afin qu'il utilise son influence diplomatique sur le chef de l'État du Cameroun et le gouvernement
pour qu'ils aillent sur la table de négociation avec les séparatistes sous la médiation suisse. Jean-Robert Wafo, pensez-vous que la France véritablement peut jouer ce rôle d'influence diplomatique pour amener le gouvernement de la République du Cameroun à aller sur la table de négociation avec ces groupes séparatistes sous la médiation suisse? Oui, avec la manière avec laquelle le pays est géré, il est clair que on a comme impression que le président de la République, chaque fois reçoit, c'est-à-dire qu'il est obligé d'aller, n'est-ce pas, expliquer ce qui se passe au Cameroun, en France. Vous avez en mémoire le dernier sommet, je crois que c'est le sommet sur sommet de Lyon. Le sommet de Lyon. Vous avez très bien entendu le président de la République dire « Je suis venu expliquer au président Macron... » Je suis venu rendre compte au président Macron, n'est-ce pas, des conclusions du grand dialogue et tout. Donc, c'est clair qu'avec cette formule, le président de la République, on se rend compte qu'il ne rend pas compte au peuple camerounais, mais il rend compte plutôt n'est-ce pas, au président Macron. Et quand on vient sur un plateau de télévision clamer, n'est-ce pas, que nous sommes un État indépendant, moi, je dis ça pose problème. Bon, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que c'est tout à fait normal. Il faut que tous les canaux soient utilisés, n'est-ce pas, pour attirer l'attention du président de la République sur la gravité de la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parce que, voyez-vous, après le grand dialogue national, on a pris donc des recommandations. Jusqu'à présent, l'Assemblée nationale a été convoquée, bref, la séance d'ouverture, je crois que c'était mardi passé, c'était le 12. Jusqu'à l'heure où on parle, il n'y a aucun, je dis bien, il n'y a aucun projet de loi, il n'y a aucun signal fort de matérialisant les résolutions, on veut dire les recommandations du grand dialogue qui ont été portées, n'est-ce pas, à l'attention de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et c'est extrêmement grave. Alors moi, je dis, moi, je me demande même où on va dans ce pays. Parce que tel que ça va là, je le dis ici de façon froide, tel que ça va là, j'ai peur d'une déflagration généralisée. Parce que quand, même dans mes propres maisons, le chat que vous avez, si vous acculez votre chat dans un coin, il va bondir sur vous. Et quand on parlait, n'est-ce pas, du récent sommet, des manifestations des compatriotes de la diaspora, je me dois à la vérité, n'est-ce pas, de dire que si, pour les premières manifestations, les buts pouvaient être questionnables, encore que je n'ai pas dit qu'ils avaient tort, mais pour les manifestations qui avaient des éléments, si ces manifestations avaient très au fait que les recommandations du grand dialogue ne sont pas encore appliquées, parce qu'il y a un problème. Au cours du grand dialogue national, on a parlé de la diaspora. Il était question, donc, n'est-ce pas, par exemple, de revoir le code de 68, donc la loi de 68 sur le code de la nationalité au Cameroun. Il était question qu'on lève le verrou de l'interdiction de la double nationalité. Ça a été mentionné dans les conclusions du grand dialogue. Il était également question, n'est-ce pas, que la diaspora ait des représentants au niveau du Parlement, au niveau des institutions. Il était également question qu'on crée un secrétariat d'État. Mais rien de tout ça n'a été fait. Mais, on va à Paris, on va à Lyon, et puis on s'adresse là-bas comme si le peuple camerounais n'existait pas, comme si ces recommandations-là n'existaient pas. Et j'aimerais bien voir M. Sédine Moufélé, l'attitude de certaines personnalités connues après la convocation du corps électoral. Parce que entre la convocation et la tenue, on a bien vu qu'il allait au sommet de Paris. Qu'est-ce qu'ils vont encore dire à nos compatriotes qui ont pris les armes? J'ai en mémoire, il a dit que ce qui me vient rapidement à l'esprit, c'est le cardinal Christian Toumi. Pourquoi il parle du cardinal Christian Toumi? Parce qu'il était dans la commission de retour des réfugiés et des déplacés. Mais vous avez coupé sa voix. Qu'est-ce qu'il va aller leur dire encore? Alors, que va dire, par exemple, je n'aimais pas être dans la position du sultan Ibrahim Bombon Dioya, qui avait donné 6 mois pour un début d'implémentation. Je n'aimais pas être à la place de Barrister Arbor Bala, de tous ces compatriotes de la diaspora, de tous ces ministres, de tous ces gens-là qui sont venus. Mais écoutez, moi je dis, le Cameroun est actuellement à la croisée des chemins. Il faut faire très attention. Parce que ce qui se passe, quand je regarde ce qui est en train de, les réactions des uns et des autres, j'ai peur d'une déflagration sociale de forte amplitude avec effet domino
dans les régions francophones. Parce que on ne peut pas insulter les gens comme Yaoundé est en train de faire. Mais il y a une mission de paix qui a été mandatée par le Premier ministre pour rassurer les populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de ce que les recommandations du Grand Dialogue National vont être implémentées, et des élites de cette région du nord-ouest et celle du sud-ouest doivent se déployer dans les tout prochains jours pour pouvoir rassurer les populations sur la volonté du gouvernement d'aller vers une application progressive de ces recommandations. J'ai lu cette note-là, et parmi ceux qui ont été recensés devant aller, n'est-ce pas, par exemple dans le nord-ouest, il y a les députés, il y a les sénateurs de tous bords politiques, ainsi que les élites. Mais j'ai en mémoire également, M. Sédé Noufélé, l'installation du sous-préfet de Gouti, pas le préfet du coupé Manengumba. Vous avez bien vu les images vidéo. Il n'y avait pas de population. Ils étaient autour de 10. On dit passer le commandement. Il y avait qui là? Ils vont rencontrer qui? Les gens se comportent dans ce pays comme s'ils sont dans leur monde à part, c'est-à-dire qu'un monde de rêverie, ils sont dans le monde de Walt Disney. Et d'autres Camerounais sont dans un autre monde qui est plus réel. Comment cette mission ira sur le terrain? Ils vont rencontrer qui? Monsieur Sédou, ils vont rencontrer qui? Ils vont rencontrer personne. C'est des choses qu'on aurait dû... Je vais prendre le cas du Bénin. Le Bénin a également convoqué le grand dialogue. Une semaine après, les mesures étaient déjà en train d'être mises sur pied. Nous sommes à combien de jours? Tout ce qu'on a trouvé à Yaoundé, c'était quoi? Il faut convoquer le corps électoral. Vous allez convoquer ça. Qui ira là-bas? Qui ira? Vous allez rencontrer qui? Et les Kamba va rencontrer qui? Est-ce que les bureaux de délai quand même fonctionnent encore? Je dis, ils ne pourront même pas les rencontrer, ne serait-ce que les membres, donc ceux qui travaillent dans les bureaux de délai, c'est les populations qu'ils pourront rencontrer. Mais j'ai comme impression que le Premier ministère est déconnecté, n'est-ce pas, de la présidence de la République. Et c'est ici pour moi de dire, j'ai toujours parlé de la politique de tacle par derrière du côté de ceux qui nous gouvernent. Mais moi je veux bien savoir si ceux qui sont, parce que voyez-vous, on en parlera là tout à l'heure, ceux qui ont convoqué ce corps électoral là, est-ce que c'est pas pour chercher la guerre? Est-ce que c'est pas pour partitionner de fait ce pays? Parce que c'est la sécession. Ce décret convoqué le corps électoral entérine la sécession. Après, il n'y a rien à faire. Et cette mission-là ne pourra pas aller. Du moins, même les parlementaires du RDPC dont les noms ont été inscrits dans cette mission-là, ne pourront pas aller tous vivre hors du nord-ouest et du sud-ouest. Après, vous allez demander à quelqu'un d'aller risquer sa vie parce qu'il a tout fait. Non, écoutez, moi je dis, le pays ici, le RDPC, je dis, le président de la République a hérité d'un pays en paix. Il y avait une paix. Vivement qu'il laisse ce pays ici en paix. Après, malheureusement, le pays est déjà en guerre. Alors, et le grand dialogue national a réuni des Camerounais. Puisse réagir, Jean-Robert. Mais Georges Borrell. Ils ont acté la sécession. Il y a une mission de paix on verra bien, qui est annoncée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sur instruction du Premier ministre pour expliquer la volonté du gouvernement à mettre en œuvre les recommandations du grand dialogue national. Il y a la société civile qui appelle la France à utiliser son influence afin que le gouvernement aille sur la table de négociations avec les séparatistes sous la médiation suisse. Que pensez-vous de ces différentes initiatives qui se dessinent en rapport avec la crise anglophone? Bien, merci. Cédric, il me souvient qu'à une certaine époque, le feu président togolais, Yadema, disait « Parler c'est bien, mais agir c'est mieux ». Je pense aujourd'hui que mettre en place une commission future des députés, sénateurs et autres élites pour aller expliquer, c'est toujours parler. Et donc parler, on a eu le temps en septembre de parler. On a parlé en septembre au niveau du grand dialogue où les Camerounais se sont retrouvés, tout au moins dans leur majorité, pour pouvoir parler d'un certain nombre de choses qui ont été adoptées. À partir de ce moment, il n'est plus question de parler, il est question d'agir. Je crois que vraiment, dans la logique du commun des mortels, voilà comment les choses fonctionnent. Une fois qu'on a fini de parler, on exécute. Aujourd'hui, il est plus important pour nos frères du sud-ouest, du nord-ouest et également
de toute la contrée anglophone de voir les actions et non plus voir des commissions. Parce que dans ce jargon où le Premier ministre est en train de nous entraîner, c'est quoi? C'est tout simplement la politique de la souris et du pied. Vous savez, généralement, quand on dort dans des maisons, vous allez m'excuser le terme, les maisons en calabote, donc en planche, la nuit, pendant que vous êtes en train de dormir, la souris, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous croque le pied et souffle. Donc, dès qu'elle sent que votre pied est en train de bouger parce que la douleur est en train de venir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle souffle pour justement calmer et continuer à croquer. C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est? D'abord, pour commencer, ces commissions qui vont descendre, vont-ils aller? Est-ce qu'aujourd'hui, un député, futur député, sénateur du nord-ouest, sud-ouest, peuvent-ils marcher librement comme vous et moi, Douala, au sud-ouest, au nord-ouest? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous voulez aller parler de l'implémentation d'un processus que vous dites avoir déjà parlé, excusez-moi la répétition. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez partir, ces gens seront derrière eux sera le BIR, avec tout l'armada militaire que cela va donner. Allez parler à un simple citoyen, lui qui attend la délivrance totale par rapport aux résolutions du grand dialogue. Lui dit, bon, écoute, n'aie pas peur, là où tu vois, là on va venir implémenter tout ce qu'on a dit. Maintenant, toi qui parles, tu as peur, parce que derrière toi, c'est jaune, n'est-ce pas, tout un bataillon blindé qui te protège. Pour moi, je dis, il n'y a pas de sens. Maintenant, en ce qui concerne la partie la partie convoquée par la France, qui a sollicité la France, pardon, pour le dialogue sur l'hospice de la Suisse. Je voudrais dire, pour moi, les problèmes camerounais doivent être réglés par les Camerounais, encore que ce n'est pas difficile. Mais maintenant, nous nous rendons compte, tout simplement, après le grand dialogue, qu'aujourd'hui, on a un souci d'implémentation des résolutions du dit grand dialogue. À partir de ce moment, nous ouvrons la porte aux étrangers. Lorsque vous bagarrez avec votre femme à la maison, je sais que vous ne le faites pas, mais je prends juste un exemple. Lorsque vous bagarrez avec votre femme à la maison et qu'à un moment donné, le voisin était à l'extérieur, te dit voisin arrête, mais se rend compte que vous n'arrêtez pas, qu'est-ce que le voisin a fait? La seule chose qu'il a fait, s'il sent qu'il a suffisamment de puissance, il vient, il entre dans ta maison pour te maîtriser, pour que tu ne fasses pas justement de mal à ta femme. Donc, c'est cette porte justement que nous sommes en train d'entrouvrir. Pourtant, il ne faut absolument rien. Je vais dire ici à M. Zan, du RDPC, vous avez convoqué le grand dialogue, vous avez défini les thèmes du grand dialogue. On vous a suivi pour la plupart. Aujourd'hui, on vous dit implémenter, vous nous dites on va expliquer. On va expliquer quoi? On va expliquer. Je perds même mon latin. Donc, à partir de ce moment, arrêtez de vous moquer des Camerounais. Arrêtez de prendre des Camerounais pour des canards, pour les enfants des canards sauvages. Et exécutez tout simplement les résolutions. Le statut particulier qu'on nous a tant brandi, qu'est-ce qui est particulier dedans? Qu'est-ce qui est spécifique dedans? Nous, on s'attendait à cette rentrée parlementaire, à cette session parlementaire, qu'on nous apporta le projet. Ça fait une semaine. Pour pouvoir, oui, déjà savoir qu'est-ce qui est spécificité à l'intérieur. Comme l'a dit tout à l'heure, maître, que l'anglophone se rende compte que hier, oui, j'avais peut-être mon autonomie. J'ai discuté d'égal à égal avec mon frère francophone et à un moment donné de la vie, cela a été dissous d'une manière ou d'une autre par rapport à une certaine situation. Aujourd'hui, on veut me retourner une spécificité. Dans cette spécificité, justement, j'ai des avantages qui vont me permettre, tout au moins point de départ, de commencer déjà à accepter ce début de solution. Et maintenant, pour peut-être réclamer autre chose plus tard. Mais le problème, c'est que rien n'y est. Et rien n'y est fait. Alors justement, juste une seconde. Quand on dit aller rencontrer, on a vu tout un premier ministre aller voter à la présidentielle où il n'est pas allé dans son Oku natal, il s'est arrêté à Bamenda. Durant le grand dialogue, à peine le grand dialogue terminé, on a vu un ex-combattant qui est venu remettre, dit que, ok, il a quitté la brousse. Le lendemain, il a été assassiné. Mais vous allez parler, ils vont parler à qui? Mais sortez du monde de Walt Disney, dans lequel vous rêvez trop. Sur l'attitude du gouvernement camerounais face à la crise anglophone. Un mois après le grand dialogue national, d'aucuns s'interrogent sur l'implémentation des recommandations
L'une des recommandations fortes, c'est ce statut spécial dont le contenu n'est pas officiellement connu jusqu'ici. Qu'est-ce qui explique ce retard dans la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue National? Merci Cédric. Permettez-moi de vous répondre en essayant tant bien que mal d'englober tout ce que j'ai entendu ici là. Je voudrais rappeler à ceux qui prennent Mo Ibrahim pour un petit ange aujourd'hui qu'il est soudanais. Et avec toute l'intelligence qu'il a et tous les milliards qu'il a, on voit ce que son pays est devenu. Ça fait 2 pays soudanais. Je voudrais dire à ceux qui prennent aujourd'hui, qui tirent sur le grand dialogue. Et c'est bizarre quand même qu'Olivier Borrell tire sur le grand dialogue alors qu'ils étaient en grande pompe là-bas. Et ils ont un peu les perdièmes. C'est bizarre quand même. C'est bizarre que M. Wafo tire sur le grand dialogue aujourd'hui alors que tout le monde l'a vu à la télé, bien assis. C'est vrai que bon, il y a une caricature qui est sortie, je ne parle pas de ça par respect pour lui. Et que le SDF était en pole position dans ce grand dialogue. Oui, mais c'était œuvre de bonne volonté. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. C'est vous qui êtes de mauvaise volonté. Vous êtes des vampires politiques. Je vous en prie, soyons polis, messieurs, sur ce plateau, pas de gros mots. Charles Rizan, non, j'assume ce que je dis. Ils ont fait savoir qu'ils ont bel et bien participé, oui. Mais ils s'interrogent sur les raisons pour lesquelles jusqu'ici les recommandations n'ont pas été appliquées. Ce sont les candidats qui s'expriment, ils sont devant, ils sont derrière. On a acté la sécession du Cameroun en décrétant, en convoquant le corps électoral, mais ils sont tous candidats. On ne se moque pas de Cameroun. Qui se moque de Cameroun à ce moment-ci? Mais je vais expliquer pourquoi. J'avance. On va parler de la maintenant, le président de la République a parlé de la priorité, des opportunités et de la faisabilité dans la capacité à mettre en place ces résolutions. C'est un triptyque. Priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire? Après, dans les résolutions du grand dialogue. Opportunité. Où est-ce qu'on va? La faisabilité. Mais répondez-vous à cette question. La faisabilité, il faut aller. J'explique. Ça s'appelle la méthode socratique. Non, vous pouvez. Ça s'appelle la méthode socratique. Vous posez de très bonnes questions. Merci, grand frère. Allez-y, Charles. Ne faites pas répondez. Je vous accompagne. Répondez à ces 3 questions. Priorité. C'est quoi? Opportunité et la faisabilité. Dans la faisabilité, ce sont les capacités financières du pays à venir à gérer ce problème. 3500 milliards de francs CFA qu'il faut pour reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest. Vous avez levé maintenant, ça. Dans les mises en place des résolutions du grand dialogue, pour ma part, ma petite lecture politique, sans être expert, comme mes compagnonnistes ici, j'estime que ceux qui estiment que le RDPC a la majorité obèse à l'Assemblée nationale, il est donc temps pour eux. Eux qui estiment que les Camerounais ont rejeté le RDPC. Eux qui estiment que mes camarades qui sont députés sont des gens qui peuvent applaudir, qu'ils aillent donc investir ces sièges-là. En février 2020, ils auront l'occasion donc d'être les représentants du peuple camerounais qui les aiment et qui ne nous aiment pas. Ils seront donc en majorité à l'Assemblée et mettront en place les différentes résolutions du grand dialogue venant de manière légiférante, c'est tout. Maintenant, pour le moment, c'est vous qui êtes au pouvoir. Non, monsieur le président de la République qui a promis aux Camerounais de mettre en œuvre ces recommandations. Je souhaite que... Une semaine après l'ouverture de la session parlementaire, je souhaite que tout le monde s'interroge sur les textes de loi relatifs à ce grand dialogue national. Non, qu'en est-il réellement? Le Parlement a été dissous. Ceux qui s'interrogent sont de mauvaise foi. Oh là. Pourquoi? Sont de mauvaise foi. C'est-à-dire que dans les résolutions du grand dialogue, il y a des décrets, il y a des résolutions qui peuvent émaner du président de la République, qui peuvent prendre sous forme de décret. Il y a des résolutions qui viendront, par exemple, la mise en place d'un secrétariat d'État ou d'un ministère dédié à la diaspora. Ce sont les prérogatives. Non, il faut d'abord des projets de loi. Ça. Maintenant, c'est d'abord des projets de loi. Ce que je souhaite, c'est que nous... Lever la dôme nationale. Je vous en prie, permettez à la parole. La culture politique des partis d'opposition. Ils ont parlé pendant une heure les écouter. Allez-y, vous avez la parole. Voilà. Je dis, dans 2 mois... C'est laborieux pour vous, monsieur Dans 2 mois, l'Assemblée nationale va se revêtir de nouveaux arrivants. Les collectivités territoriales décentralisées auront de nouveaux exécutifs. La décentralisation sera effective. Je dis bien effective en ce moment-là. Les conseillers régionaux seront présents. On va donc construire notre pays. Je ne veux pas être ici alarmant, où on nous parle de Walt Disney, on nous parle des gens qui ne sont pas... L'État va où il y a les populations. S'il y a 11 personnes dans un arrondissement, il y a un sous-préfet là-bas, il y a 11 Camerounais. Ils reviennent donc au sous-préfet, qui représente l'autorité de l'État, de faire en sorte que
ses compatriotes qui étaient au départ 100 et qui sont partis pour X raisons reviennent. On ne va pas laisser le vide de l'État, de la présence de l'État, parce que certains sont partis. La construction de ce pays, la résolution de la crise anglophone nécessite les forces positives et constructives. Elles sont de tous les côtés, pas seulement du RDPC. Si certains pensent ici qu'il n'y a que le RDPC, encore comme M. le cardinal Kisatoumi, parce qu'on veut faire dans ses envolées lyriques, le même cardinal qui a dit, après le grand dialogue, qu'il peut mourir en paix parce qu'il vient d'assister à une réécriture de la vie politique, publique, sociale de ce pays. Aujourd'hui, on le cite comme, je ne sais pas. Or, ce que je veux dire, c'est que tout le monde doit s'asseoir sur la table pour résoudre le conflit. C'est pas dans le nord, c'est le sud-ouest. Ce n'est pas la seule volonté du RDPC. Maintenant, le RDPC n'est pas responsable. C'est un parti politique comme le vôtre, M. Borrell. C'est un parti politique comme le SDF. C'est un parti politique comme le parti que M. Anchou dirige. Ce sont aussi des Camerounais. Ce sont des Camerounais. Si on vient ici nous faire comprendre que les résolutions du grand dialogue, c'est le RDPC, on se pose des questions. La seule différence avec les autres, c'est que c'est le parti au pouvoir. Et le pouvoir législatif appartient en majorité au RDPC, qui a la capacité de pouvoir faire plancher la balance en faveur de l'exécutif. D'où la responsabilité du parti au pouvoir sur la résolution de la crise anglophone. Cédric, la réponse est là. Le président a donné la réponse. Laquelle? Qu'on ne fasse pas croire au Camerounais que la convocation du corps électoral, c'est l'une des réponses données. Je souhaite, je dis bien je souhaite, qu'on retrouve 130 députés, et du SDF, et du MLC, et du PULS, et du PCN, et qu'il n'y a que 20 du RDPC. Imaginons que ces députés-là légifèrent sur les lois qui feront en sorte que tout ce qui vient comme leçon sur le grand dialogue soit mis en place. C'est ça, c'est l'une des réponses. Alors, les Camerounais vont se prononcer en février. C'est une des formes par laquelle la Constitution permet au peuple soit forme référendaire, soit par une élection. Les Camerounais vont s'identifier. Si les Camerounais qui me suivent estiment que les députés RDPC, les maires RDPC sont tous responsables de ceux qui n'arrivent même plus à faire l'amour à leur femme dans la maison, sont tous responsables de ceux qui n'arrivent même plus à rationner chez eux, sont tous responsables de quelqu'un qui n'arrive même pas à faire à manger chez lui, alors que les Camerounais choisissent donc les Wafo, qui sont bien. Quand on quitte 4e adjoint au maire de la deuxième, qui devient premier adjoint au maire de la deuxième, je serais content que c'est une grande nouvelle. C'est la réponse qui est évidente. Donc il faut attendre les législatives municipales pour résoudre la crise anglophone. La crise anglophone ne va pas se résoudre même par les législatives municipales. Même si M. Wafo est président de la République, elle ne se résoudra pas. Il aura besoin de tout le monde pour la résoudre. Et encore là, je reviens ici pour dire que je vais résoudre parce que première chose, c'est le fédéralisme. Voilà. Bon, vous voulez le fédéralisme. Je reviens d'abord. Vous avez le droit de le confédéralisme. Ça va se calmer d'abord. La sécession. Bon, et on va discuter. C'est autant de choses. Alors, Wafo comprend donc que plutôt que votre centralisme. Il faut donc qu'on se comprenne, monsieur Félix. La réponse à la crise anglophone n'est pas un problème de timing. Ce n'est pas un problème de timing où on va vous dire la crise anglophone, la résolution du grand dialogue s'est terminée, voilà, la grande messe s'est terminée mardi. Et mercredi, automatiquement, on met les choses en place. Il faut bien qu'il y ait des volontés pour les mettre en place. Au Bénin, c'était une semaine. Monsieur, je vais vous empêcher de parler tout à l'heure. Non, au Bénin, il n'y a pas de problème. Je vous en prie, messieurs, permettez à Charles de terminer. Permettez à Charles de terminer, vous allez réagir après. Non, Charles, allez-y. Je note juste vos contradictions. C'est vrai que je suis en contradiction, mais on vous a vu au grand dialogue. C'est vrai que. Bon, c'est pas respect pour vous, je ne vais pas parler. Non, monsieur, je vous en prie, messieurs. Restons courtois. Je vais rester courtois. Envers les uns. Tout le monde a vu ce qui s'est passé au grand dialogue. On sait que vous êtes parti à prendre les pédiums. Laissez-moi avancer. Charles, allez-y. Je suis en train de dire. Nous n'avons plus aucun pédium. Charles, restons sur le débat de fond, je vous en prie. Restons sur le débat de fond. Bon. Les résolutions du grand dialogue. Il nous faut 3500 milliards, monsieur Cédric Nofélé. Vous l'avez déjà dit. Il nous faut 3500 milliards. On les prend où? Ah bon? Très bonne question. C'est l'une des Très bonne question. Très bonne question. Il faut de nouveaux visages. Très bonne question. Parce que les populations du nord et sud-ouest, d'après mes compagnonnistes, rejettent les élus du RDPC. Eh bien, ils auront donc la chance d'avoir ces postes-là. Et on va mettre en place des Très bonne question. C'est compris. Maître Emmanuel Achou, médiation suisse, table de discussion entre les groupes séparatistes et le gouvernement camerounais en Suisse. C'est l'une des propositions d'une cinquantaine de personnalités de la société civile qui ont demandé à la France d'utiliser son entre-gens
pour amener le gouvernement camerounais à aller sur la table du dialogue. Sinon, la France pourrait être responsable, selon ses personnalités, d'un deuxième génocide similaire à celui que le Rwanda a vécu. C'est du moins ce qui ressort de la lettre ouverte adressée au président français Emmanuel Macron. Êtes-vous favorable à cette initiative? Je suis légaliste. Et je voudrais que tout ce qui se passe soit vraiment en conformité avec les normes du droit international. S'il y a une médiation suisse, je pense que c'est une tentative d'application, de mise en application de la résolution de l'article 5 de la résolution 1608. Et cette résolution vise 3 parties. L'autorité administrante, qui est la Grande-Bretagne, le gouvernement de Southern Cameroun et le gouvernement de la République Cameroun. Donc, si on doit aller en Suisse, il faudra que la Grande-Bretagne soit associée à ces négociations. Parce que il est bien dit dans cette résolution, article 4, que le peuple ayant librement choisi d'obtenir son indépendance en se rattachant à la République indépendante du Cameroun, l'accord du tutelle signé entre la Grande-Bretagne et les Nations Unies prendra fin de la manière suivante. Donc, c'est l'accord de tutelle et le traité d'union qui mettra fin à l'accord de tutelle entre la Grande-Bretagne et les Nations Unies sur le Southern Cameroun. Donc, il faut obligatoirement que la Grande-Bretagne soit partie à ces accords de Suisse pour que cela puisse être présenté aux Nations Unies. La France, le président a déjà dit, il est le meilleur élève. Il a fini son grand dialogue, il est allé rendre compte. Donc, nous constatons que la France a une influence certaine sur le président de la République. Donc, la France est bien placée pour lui placer un mot, pour lui dire que allez à la médiation suisse. Je pense que c'est même le gouvernement qui avait commencé cette médiation. Oui. C'est le gouvernement qui a commencé cette médiation suisse. Donc, il faut qu'elle aille en finir. Mais que la Grande-Bretagne soit associée à cette médiation pour que nous soyons en accord avec les prescriptions onusiennes sur cette crise anglophone. Au-delà, maintenant, je vous en prie, allez-y. Maintenant, vous savez, parce que vous ne m'avez pas posé la question sur l'autre côté, sur lequel tous les autres ont réagi. Sur cette mission de paix. Sur la mission de paix. Premier ministre. Voilà. Pour convoquer le grand dialogue, on a dit que c'est tout le Cameroun entier qui devait être au grand dialogue. On a tenu le grand dialogue à Yaoundé, en français. Maintenant, pour expliquer... En français. Il dit en français. Il y avait des traducteurs dans la salle, laissez-moi parler. dans les différentes salles. Pour expliquer maintenant les résolutions, il faut aller aux seules régions anglophones. Monsieur Zang, oui. Soyez un peu sérieux. Je suis sérieux. Il faut expliquer ça à tous les Camerounais qui ont participé. Pourquoi choisissez-vous seulement les régions anglophones? Pour expliquer. Ah, mais vous voulez aller expliquer quoi? Donc, vous voyez, on va expliquer aux seuls anglophones, alors que c'est tout le Cameroun entier qui a pris part au grand dialogue. Deuxièmement, qui est-ce qu'on choisit pour aller expliquer? Les mêmes élites rejetées par le peuple. Les mêmes. On dit la même chose. J'ai dit les mêmes élites RDPcistes rejetées par le peuple depuis longtemps. Depuis le temps de Yann Philomon, ces gens, d'autres ont reçu des tomates, d'autres des coups des cailloux sur la tête. C'est les mêmes que vous prenez pour aller encore expliquer à une population qui n'en veut pas. Vous êtes candidat, non? Mon parti sera candidat. Quand la population vous aime, pas moi, je ne serai pas candidat. Vous élire. J'ai dit donc que si le gouvernement, troisièmement, a jugé utile d'aller expliquer, ça veut dire que lui-même reconnaît que les gens n'acceptent pas. Parce que si les gens ont accepté, vous n'aurez pas besoin d'aller expliquer. La répétition est la mère des enseignements. On explique tous les jours. Merci, monsieur Zang, pour la politesse. Oui, donc, vous avez choisi d'aller expliquer l'inexplicable à une population que vous connaissez hostile à ce que vous lui présentez. Donc, c'est simple. Je pense donc que le gouvernement du RDPC doit être un peu responsable. N'insistez pas sur une voie que vous connaissez perdue d'avance. Vous connaissez, donc laissez ça, faites le nécessaire, faites ce qu'il faut faire. Et c'est dans ce contexte sociopolitique, Jean-Robert Wafouté réagir. C'est dans ce contexte sociopolitique que des élections municipales
et législatives doivent se tenir, Jean-Robert. Il y a le président de la République qui a convoqué le corps électoral pour le 9 février 2020, double scrutin, législative et municipale. Après avoir dénoncé la mauvaise gestion de la crise anglophone, le SDF a finalement décidé d'y aller à ces élections-là. Qu'est-ce qui explique cette dernière prise de position concernant ces élections législatives et municipales? Avant de répondre à cette question très importante, permettez-moi d'abord de chuter sur le thème précédent. Sans le savoir. Je vais vous dire une chose. Quand je dis le Cameroun à la croisée des chemins, vous vous rappelez que le grand dialogue avait été convoqué alors que l'Assemblée générale de l'ONU allait siéger. Ils ont gagné donc ce grand dialogue. Les Camerounais épris de patriotisme, ils sont allés. Comme le SDF. D'autres ont dit qu'ils ne partent pas pour des raisons qui étaient... Et on ne peut pas... Et moi, je les comprenais. Ah, vous, je vous le comprenez. Non, je dis... Aujourd'hui, vous comprenez. Écoutez, je les ai toujours compris. La campagne l'a fait changer les gens. Je dis ceci. Oh, oui. Alors, à partir du moment où les recommandations du grand dialogue ne sont pas appliquées, il faut faire très attention. Le Conseil de sécurité de l'ONU risque d'activer le fameux chapitre 7. Merci. Il dit le fameux chapitre 7. Merci. Où ils vont venir intervenir de force au Cameroun. Parce que le grand dialogue était la dernière étape. Donc c'était le dernier sursis. À partir du moment où on fait dans la fuite en avant, on va directement à ceci. Ne soyez pas surpris qu'au prochain Conseil de sécurité de l'ONU, que le chapitre 7 soit actionné. Parce que cette mission-là qui ira ne rencontrera personne. Et pendant ce temps, le bilan est déjà extrêmement lourd. 400 villages rasés, 3000 morts, 65 000 déplacés, 65 000 réfugiés, 650 000 déplacés internes. Tout est mis en œuvre pour que le chapitre 7 de l'ONU soit exécuté. Et là, à ce moment-là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Mais déjà, au moins, les républicains comme nous, vous auront prévenu à l'avance. Maintenant, pour revenir à cette élection, bon, d'abord, je vais expliquer la position du SDF. Le SDF n'a jamais dit qu'il ne participera pas. Donc ça, c'est la première chose. Le SDF a toujours dit ceci, qu'il est souhaitable que les recommandations du grand dialogue soient mises sur pied, soient actées avant toute initiative électorale. C'est la raison pour laquelle le samedi, qui a prêté, je crois que c'est samedi 10, c'était samedi 9, nos élus le NEC s'est réuni en session ordinaire donc à Yaoundé pour voir dans quelle mesure nos parlementaires pouvaient aller siéger à la faveur de la convocation de la session de novembre consacrée à la loi des finances. Ils se sont rendus compte que, ok, ils ont clairement décidé là-bas que tant qu'un projet de loi, tant qu'un signal fort allant dans le sens de la matérialisation des recommandations du grand dialogue national, tant que ce signal fort n'est pas, donc ne parvient pas à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le projet de loi et tout, nos députés et nos sénateurs suspendent leur participation. Voilà ce qui avait été arrêté le samedi. Le lendemain, le président de la République, dans un autisme, dans une condescendance à nul autre pareil, a décidé donc de convoquer le corps électoral à travers un décret suicidaire à situation nouvelle, concertation nouvelle et prise de décision nouvelle. Ça n'a pas été facile. Il fallait examiner, n'est-ce pas, les différents contours de la nouvelle situation. Alors, après examen, nous avons dit, nous irons à ces élections. Pourquoi nous irons à ces élections, M. Sédik Noufélé? Pour éviter la politique de l'embuscade de Yaoundé, du parti régnant. Parce que, voyez-vous, d'abord en interne, ce choix a été dicté par les dernières résolutions du Congrès qui disaient que nous ne devons pas boycotter les élections sauf circonstances exceptionnelles. Deuxième chose, on est en face d'une circonstance exceptionnelle qui nous obligeait à réfléchir. Parce que, voyez-vous, Yaoundé a convoqué cela pour nous mettre hors jeu pour la prochaine présidentielle. Parce que pour être candidat à une élection présidentielle, il faut avoir au minimum un élu. Le mandat des sénateurs s'achève en 2018. Non, en 2023. Les sénateurs. Oui, le mandat des sénateurs. Ils ont été élus en 2018, non? Donc ils ont 5 ans, ça fait 2023. Or, la prochaine présidentielle, c'est en 2025. Ça veut dire que si nous n'avons pas ces élections, nous n'aurons pas d'élus.
en 2025, nous n'aurons pas d'élus. Et le parti, c'est-à-dire qu'en 2020, le parti ne pourra pas compétir à la présidentielle. Tout à fait la mort. Ça, et c'est vraiment suicidaire pour un parti politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Je vous en prie, Charles Elie. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. J'explique au peuple camerounais. J'explique au peuple camerounais. Deuxième chose, deuxième raison. Puisque vous fonctionnez, puisque Yaoundé fonctionne toujours par embuscade, nous nous sommes battus pour qu'il y ait un grand dialogue national, pour qu'il y ait un dialogue national inclusif. Yaoundé a cédé par dépit, c'est-à-dire par que fait. Il n'avait pas moyen de faire autrement. J'ai parlé, n'est-ce pas, de l'Assemblée générale de l'ONU qui devait être convoquée, qui devait statuer, qui devait se pencher sur le problème du Cameroun. Un statut spécial a été dégagé, même comme nous voulions le fédéralisme. Mais on dit mieux vaut 1 que 0. Le statut spécial a été dégagé, a fait partie donc des recommandations. Si nous ne partons pas, ça veut dire que le RDPC va, évidemment, quand le projet de loi arrivera au Parlement, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que ces projets de loi vont donc arriver, concernant donc ce statut spécial, le RDPC va gérer ça seul, va discuter seul, va se parler à lui-même. Et même si ce statut spécial donc arrive, je vous en prie, si ce statut spécial arrive après ces élections, puisqu'il faudra les implémenter dans les mairies, dans les conseils régionaux, le RDPC sera encore le seul à pouvoir implémenter. Et nous ne pouvons pas, parce que nous nous sommes battus pour que les choses quand même avancent, ne plus être là au moment où on veut implémenter. Et c'est ce que vous avez voulu. Et M. Zahran dit quelque chose de pertinent ici. C'est passé là comme ça, et c'est ce qui a entretenu, n'est-ce pas, au niveau de la hiérarchie de leur parti. Même s'il y a 10 électeurs, nous allons organiser les élections. C'est le nombre c'est-à-dire que c'est le nombre de votants qui compte. C'est-à-dire que puisqu'il n'y a pas un texte ici qui détermine le taux minimum de participation. Ça veut simplement dire que s'il y a 10, ils sont sûrs que, je vous en prie, ça veut dire que s'il y a 10 électeurs, ils vont dire, ok, comme ils sont seuls, c'est eux qui ont gagné. Et c'est justement pour ça que je dis, c'est pour ça que c'est également une des raisons qui nous poussé à dire, ok, nous irons. Mais ça ne veut pas dire. Il n'y a pas 10 électeurs Nobel. Je vous en prie, je parle des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je parle des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous êtes en train de vouloir faire dans le vampirisme politique. D'ailleurs, vous y êtes déjà. Donc, je suis en train de dire ceci. J'explique donc les raisons qui nous ont amenés à avoir une décision froide. Et cela n'exclut pas. Si au cours du mois de janvier, avant la campagne électorale, la date d'ouverture de la campagne électorale, il n'est pas exclu que les SDF reviennent sur sa position. Parce que je vais vous dire une chose. Je vous en prie. Parce que la loi dit ceci, on peut désister avant l'impression des bulletins de vote. Tout à fait. La loi l'a prévu. Donc tout est encore possible. Et je vais vous dire, vous êtes en train de vous amuser. Vous ne maîtrisez pas l'agenda. De qui? L'agenda d'un pays. Compaoré a eu 85%, donc je crois que c'est 85%, et puis moins de 6 mois après, il est parti. Donc Biaro, c'est parti. Donc méfiez-vous. Et puis, c'est l'occasion ici, pour moi, de dire ceci, par rapport à ces élections, compte tenu des circonstances exceptionnelles, il faudrait que les partis politiques d'opposition se mutualisent. Je dis bien, mutualisent. Laissez-moi parler, je le dis gravement. Qu'ils puissent conclure. Que les partis politiques mutualisent. Parce qu'il est temps de taire les égos. Alors parce que, je vais finir en citant chose. On va y revenir, Jean-Robert. Permettez d'abord à Charles Lisand de s'exprimer sur les enjeux de ces élections législatives et municipales, malgré la situation sécuritaire particulièrement difficile dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous avez suivi les craintes de certains militants des partis de l'opposition concernant la faisabilité de l'organisation des élections dans ces deux parties du Cameroun. Quel est votre point de vue? Non, pas des militants des partis. Le seul parti politique qui a exprimé son j'avance, je recule sur la convocation du corps électoral sur le SDF. Nous n'avons jamais dit avancer, reculer, je suis désolé. Je l'ai dit ici, donc vous pouvez nettoyer vos oreilles.
J'ai dit ceci, nous n'avons jamais dit que nous ne participerons pas. C'est clair et net. Et j'ai expliqué ce qui s'est passé. Si vous refusez d'écouter, c'est votre problème à vous. Point de vue sur le sujet en question. Laissez le vampire politique s'exprimer, s'il vous plaît. Ça veut dire que c'est un vampire. Heureusement que vous qualifiez très bien. Non, je sais, laissez le vampire s'exprimer. Laissez-moi vous sucer votre sang, s'il vous plaît. Le SDF a bel et bien dit. Heureusement qu'il reconnaît au moins. Je vous en prie. Charles Lee a la parole, monsieur. Je vous en prie, avançons dans cette émission. Charles Lee, allez-y. Non, moi, je ne refuse pas, j'accepte. Ce qui se conçoit, sincèrement, s'énonce librement. Tout le monde a suivi ici comment, avec beaucoup d'hésitation, de balbutiements, d'hésitation, j'avance, je recule, je tourne à gauche, je tourne à droite. Là, vous nous expliquez la position du SDF, qui est incongrue, incohérente. Ils ont dit qu'ils ne sont pas là. Après, ils ont dit qu'ils sont revenus. Entre-temps, ils disent que l'autisme du président, toujours en train d'insulter les autres. Le SDF est mort de lui-même depuis. Le RDPC n'est pas responsable de leur mort politique. Que le SDF gère ses propres turpitudes là-bas. Qu'ils ne remettent pas sur la tête du gouvernement du Cameroun ou du RDPC leur propre mort. J'ai dit à M. Wafo, qui est devant moi. Le RDPC vit. 71%, vous interdisez les marches. J'ai dit à M. Wafo ici, que tous les Camerounais qui nous écoutent se sont exprimés le 7 octobre 2018. Se sont exprimés. La position que vous avez eue, les Camerounais qui ont choisi de vous envoyer là-bas, ce n'est pas le RDPC qui vous a envoyé là-bas. Maintenant, je continue, M. Wafo. Aujourd'hui, vous venez à la télévision, moi je suis assis, et vous dites, tout le monde entier vous écoute, qu'il y a un parti qui a refusé d'aller au grand dialogue, et vous comprenez pourquoi aujourd'hui ce parti n'est pas allé. Je n'ai pas dit je comprends aujourd'hui, je dis ils sont libres. Ils avaient leur position, ils avaient leur raison. Jean-Robert, ça n'a pas empêché que nous participions. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Permettez qu'il aille jusqu'au bout, Jean-Robert. Je vous en prie. Charles Lee a la parole. Il va s'exprimer, donner son point de vue aussi. Et les autres réagiront. Charles Lee, allez-y. C'est pas facile. Donc, tout le monde voit la nouvelle position du SDF aujourd'hui. Et il a annoncé à grande pompe. Et il savait que cela il va terminer. La mutualisation des forces. Les partis d'opposition, eh bien, je vous souhaite bonne chance. Si c'est une nouvelle avancée dans la politique du pays, bonne chance. Mais vous allez nous trouver, ne vous en faites pas. Monsieur, vous avez déjà peur? Vous êtes quatrième adjoint. Hein? Vous avez peur? Vous êtes celui qui a l'exécutif, donc. Mais écoutez, le monde d'accord. Restons sur le débat de fond, monsieur. Charles Lee, allez-y. Monsieur nous fait la convocation du corps électoral, comme je l'ai dit, est une réponse républicaine à un problème. Le renouvellement de la classe dirigeante d'un pays fait partie des fondements politiques dans la démocratie. C'est ça, justement, l'une des réponses. Et je l'ai dit ici, vous allez sembler croire que c'est de la blague. Les Camerounais qui nous écoutent vont devoir choisir en février ceux qu'ils estiment qu'ils les aiment beaucoup. Comme pour mettre à chou, toutes les élites RDPC sont détestées, sont repoussées, sont rejetées. J'ai dit bien, je souhaite que les populations camerounaises qui nous écoutent leur donneront cette onction à eux, qu'on aime, qu'on écoute, d'aller les défendre à la chambre basse du Parlement. Je le souhaite vivement. Je souhaite que les exécutifs communaux soient en partie gérés par eux. Je le souhaite. Et là, je verrai comment ils seraient assis chez moi. Tout ira bien dans le meilleur des mondes possible, comme disait Candy. Maintenant, je veux dire une chose, Cédric. La convocation du corps électoral, en ce qui concerne le RDPC, nous avons reçu hier, en ce qui nous concerne, les textes y afférents pour les différents candidats qui iront à cette élection. Quels sont les critères qui ont été établis pour la présélection des candidats du RDPC pour les législatives et les municipales? Merci. Il faut d'abord rappeler aux Camerounais qui nous écoutent que le RDPC n'avance pas, ne recule pas. Il est resté pragmatique, logique et constant dans sa démarche. Le président national du RDPC a signé une circulaire. Circulaire qui a été appuyée après par 2 circulaires du LG. Dans l'une des circulaires, on redéfinit les critères. Dans l'autre circulaire, on désigne ceux qui vont gérer au niveau central, au niveau régional, au niveau départemental et au niveau communal. Donc, chez nous là, ceux qui vont diriger les procédures d'investiture. Quels sont donc les critères? Le premier critère que le président de la République a mis sur la table, c'est la qualité disciplinaire du militant du RDPC.
qualité disciplinaire. Deuxième critère, quels sont votre PV politique? Quels sont les services que vous avez rendus au parti? Troisième critère, êtes-vous à jour des cotisations dans le parti? Voilà les 3 principaux critères qui concernent le parti. Maintenant, il y a les critères, bien évidemment, de la loi. Il faut être camerounais, les seuls casiers judiciaires, pas de problème avec la justice et tout. Et je vais dire que le président de la République allait plus loin. Le président de la RDPC parle de certains de nos camarades qui sont atteints de la retraite parlementaire, c'est-à-dire qui ont fait 3 mandats consécutifs. Et il dit dans la circulaire que ceux-là, s'ils ont en face d'eux de nouveaux candidats, il faudrait que le 109 soit injecté et on fera la part belle aux nouveaux candidats qui arrivent. De l'autre côté, les magistrats municipaux qui ont maille avec la justice, qui ont été reconnus des détournements des deniers publics, seront écartés de la gestion de la candidature. Voilà l'esprit du RDPC. Et pour terminer, ce qui me concerne, il a fait une grosse fleur aux jeunes. Eh bien, l'implication des jeunes, il est longtemps que les jeunes s'y approprient. Maintenant, de l'autre côté, il faut maintenant qu'il y ait un projet de société. Il faut maintenant qu'il y ait un programme à présenter aux Camerounais. Et c'est là où, pendant la campagne, on verra effectivement qu'il y a un programme, qu'il y a un projet. Pas les ceux qui disent que Biya doit partir, parce qu'ils confondent tout maintenant. Vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il est candidat à Douala 3. Qu'est-ce que tu penses faire pour le procès de Douala 3? Biya énerve, il doit partir. Vous avez un autre qui est candidat à Dizangué. Il y a quoi? Biya doit partir. Donc, vous voyez donc qu'on a des gens qui surfent sur les mécontentements sociaux qu'on reconnaît des populations en indexant une seule personne, alors qu'il s'agit d'une élection locale où chacun aura à présenter un projet aux populations inscrites sur les électorales dans la zone concernée. En attendant ce moment décisif, Georges-Olivier Borrell, il y a des difficultés que rencontrent certains candidats des partis de l'opposition pour la constitution des dossiers au sein du PURS. Quelle est la réalité à laquelle vous êtes confrontés? Bien, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, dire à mon ami Elisan que nous sommes allés au grand dialogue au niveau du PURS, pas pour aller chercher des PDM, mais pour aller parler des choses du Cameroun. Vous avez eu les PDM, oui ou non? À partir de ce moment, lui seul connaît la liste où nous vous avez eu oui ou non? Les PDM, et il aurait pu la bander ici, ça aurait été plus sérieux. Ah bon? Bon, revenons maintenant. Vous avez eu les PDM, oui ou non? À votre question. Je reviens maintenant Je reviens maintenant à votre question. À ce jour, je pense que Monsieur Ezan vient de nous faire un récital de la circulaire de son président et de son parti pour mettre hors d'état de nuire dans son parti tout ce qui dérange, selon lui. Mais il oublie de nous dire qu'effectivement, d'un autre côté, ils ont mis en place tout un système pour nuire à tous ceux qui veulent les remplacer. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a des maires qui sont portés disparus. Comme quel maire? Aujourd'hui, il y a des sous-préfets qui ont subitement des panaries. Comme que donc, qui n'arrivent plus à pouvoir déjà signer. Non, aujourd'hui, nous avons au niveau de la... Je vais vous dire quelque chose, ce que beaucoup ne savent pas. Au Cameroun aujourd'hui, pour avoir déjà un acte de naissance, c'est déjà comme un parcours de combattant. Mais maintenant, pire, on vient dire, pour constituer un dossier, il faut l'extrait d'acte de naissance. Et l'extrait d'acte de naissance se fait pas avec l'acte de naissance que vous avez à la maison, mais se fait à la source. Or, on sait très bien que les 90%, je vais m'aller même plus loin, la mairie où M. Zang est titulaire, à Douala deuxième, les archives ont brûlé. Il n'y a plus de souches. Ça veut dire aujourd'hui, si vous allez avec, et je prends pour témoin, parce que cette semaine, j'ai accompagné justement une personne pour aller faire l'extrait de son acte de naissance, et les archives avaient brûlé, et on ne pouvait pas retrouver aucune archive pour pouvoir faire l'extrait. Jusqu'à présent, alors je vous parle, on n'a pas encore pu faire l'extrait de cet acte. Et donc, il y a plusieurs. À Yaoundé, l'hôtel de ville Yaoundé a brûlé, l'hôtel de ville de Douala a brûlé, ça a brûlé un peu de partout. Et même hier, ils avaient une pas d'archives, parce que vous savez que le tendon d'Achille, n'est-ce pas, de l'administration camerounaise, c'est les archives.
Les archives sont le plus gros problème au Cameroun. Aujourd'hui, on n'a quasiment rien archivé au Cameroun. Alors vous vous imaginez donc, aujourd'hui, on nous demande d'aller faire les extraits de gaz à la souche, où effectivement, ce qui se produit, c'est qu'il n'y a pas d'archives. Et même plus loin, je vous raconte une petite anecdote. J'étais à l'hôtel de ville de Yaoundé pour faire justement mon extrait de casier, mon extrait d'acte de naissance. Et les archives se trouvent au sous-sol. Il n'y a pas de courant au sous-sol. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière au sous-sol, à l'hôtel de ville de Yaoundé. Et maintenant, pendant que j'étais là, il y a d'autres candidats qui venaient faire justement également leur extrait. Qu'est-ce qui s'est produit? On a réussi à sortir le document. Et une fois arrivé sur l'extrait de naissance, donc la souche du monsieur qui avait son an de naissance, on s'est rendu compte que sa souche avait été enlevée. Ça veut dire en fait, il n'y avait plus de souche sur son. C'est-à-dire sur sa partie, il n'y avait plus de souche. Il avait l'acte de naissance, avec le numéro. Le numéro était là, mais tous les autres, les deux souches en principe qui sont là, il y en avait disparu. Donc, à partir du moment, ce monsieur s'est retrouvé il était dans une situation, je ne sais pas comment il est resté la régler. Eh bien, c'est clair. Moi-même qui vous parle, dans mes souches, il y a une qui n'existait plus. Donc, en fait, j'ai eu la chance de trouver une souche. Il y a une qui n'existait plus. Pourquoi? Vous savez très bien le processus d'entretien qui fait qu'on refait des autres actes, puisque des souches, il y a une qui est remplie, il y a une qui n'est pas remplie. Après, votre souche, on peut l'affecter à une autre personne. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, on nous demande ce document qui est devenu toute une chimère. Et puis, le haut aux impôts. Vous savez bien que la nouvelle loi fiscale au Cameroun, depuis, je crois, 2 ans, a enlevé l'imposition et les impositions, la non-imposition, enlever la patente, mais n'a pas à laisser quand même le timbre des patentes. C'est la chose la plus intéressante. Vous payez la patente, mais on vous dit qu'on ne délivre pas. Et pour remplacer par la non-redevance. Or, il savait que les documents qui sont demandés, on demande aux gens d'apporter le certificat d'imposition qui est remplacé par la non-redevance. Il a fallu justement que le directeur des impôts fasse faire une lettre à monsieur le directeur de l'ECAM pour dire qu'arrêtez au Cameroun, monsieur le directeur, vous êtes tellement largué qu'il n'y a plus des certificats d'imposition, il n'y a plus tous les certificats les attestations de non-redevance. Et pire, je suis allé faire mon attestation de non-redevance l'autre jour, et c'est que quand j'arrive, on me dit, ah non, certificat de non-redevance, taxe foncière, il faut apporter les contrats légalisés et tout. Et puis moi, je me réfère à lui, on me dit, non, le directeur des impôts a fait juste le directeur d'impôts. Heureusement, le monsieur, je ne sais pas, peut-être d'ici, on va le faire sauter de RDPC, parce qu'il fait tellement de choses ces derniers temps. Il a refait une note pour dire, non, la seule chose qu'on doit faire, c'est que sur présentation d'une demande timbrée, délivrer les attestations de non-redevance. On n'est pas là pour savoir si le monsieur a payé sa taxe foncière ou il a payé sur simple demande délivrée. J'aimerais avoir cette précision. Au niveau des impôts, qu'est-ce qui était exigé avant la note du directeur général des impôts? Qu'est-ce qu'on vous exigeait comme document? Ce qu'on exigeait comme document, c'était un document de non-imposition et document d'imposition. Ça veut dire qu'à partir de ces documents, les certificats, à partir de moment, vous devrez avoir au préalable, si vous êtes propriétaire, vous êtes acquitté de toutes vos taxes foncières. Au préalable, si vous êtes locataire, avoir enregistré votre contrat et l'avoir épuré. Or, il s'avère effectivement que après justement la loi fiscale de 2016, il y a qui a fait disparaître et la patente et de ces différents certificats a fait naître donc l'attestation de non-redevance qui regroupe donc tout ça en son sein. Et donc par rapport à ça, une fois, moi je suis un chef d'entreprise. Étant un chef d'entreprise, j'ai mes non-redevances qui sont à jour. Et donc à partir de ce moment, si j'ai une non-redevance de l'État, ça veut dire que je ne dois rien à l'État. Or, on m'exige à nouveau de refaire une autre non-redevance, en fait, en tant que candidat, où je vais m'acquitter de ce que je me suis dit acquitter. Pour pouvoir, mais bien sûr, puisque j'ai une non-redevance, on me demande de faire une autre attestation de non-redevance. On demande à nouveau de pouvoir payer soit les taxes foncières ou arrêter le contrat de bail. Alors que tout, mais ce qui est normal, monsieur Zam, c'est qu'on ne répète pas un dossier. Où on a un dossier, ou on a plusieurs dossiers. Donc, à partir de ce moment, c'est tout ce qui est fait pour pouvoir bloquer aujourd'hui les personnes. D'ailleurs, je vous apparais en vous disant qu'à partir de demain, lundi,
dans beaucoup de communautés à travers le Cameroun, comme disait mon ami éco-paliste, M. Wafo. Bientôt, c'est mon ami. Ah, okay. Tout Camerounais est d'abord mon ami. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Et donc, dans vous commencez à trembler. Les 10 régions du Cameroun, aujourd'hui, les listes, les candidats de l'opposition ont décidé qu'à partir de demain, si nos dossiers ne sont pas signés, eh bien, nous allons tout simplement prendre en otage tout ce qui sont les préfectures, les mairies et autres, jusqu'à ce que... Est-ce que l'administration territoriale vous a facilité la tâche pour les documents que vous deviez obtenir en son sein? C'est ce qu'à domicile. Vous avez déjà vu qu'un voleur facilite la tâche à celui qui pense prendre sa place. Ce n'est pas possible. Tout au contraire, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, tout est rendu compliqué pour que les listes ne soient pas faites à temps. Pour laisser libre cours au RDPC d'avoir encore à nouveau ces 106 mairies non touchées, une grosse partie de machins pour revenir et dire qu'on est fort. Moi, je n'ai jamais vu un être qui est fort. Quand vous voyez un gorille, est-ce qu'un gorille a peur d'un rat? Mais si le RDPC se gorille, pourquoi il a donc peur des rats? Je pense qu'à partir de ce moment, le RDPC devrait jouer franc jeu et demander à son administration de faire son travail et rien que son travail. Encore, faudrait-il que cette administration sache que au soir du mois de février, l'opposition sera majoritaire à l'Assemblée. Et que tous ceux qui n'auront pas fait leur travail vont suivre le sort du RDPC au soir de février. Les difficultés. Au dernier nouvelle, oui, Jean-Robert, sur les difficultés, oui. Sur les difficultés, il a parlé de l'extrait d'acte de naissance. C'est clair. À la mairie de la deuxième, par exemple, la mairie a été brûlée en 90. Il y en a qui ne peuvent pas avoir, n'est-ce pas, les souches. Alors moi, je me pose la question de savoir si un maire peut signer toute une copie d'acte de naissance. Pourquoi il ne doit pas signer un extrait? Puisque l'extrait, c'est des éléments qu'on extrait sur l'original. Vous êtes maire. Si déjà, je suis en train de poser une question. Mais écoutez, je réponds à cette question. Ah, okay. Si déjà, vous pouvez faire, M. Zan peut faire une copie, c'est-à-dire où tout est mentionné, et il apporte, je signe. Pourquoi on exige que M. Zan doit aller là où il est né pour faire un extrait? Parce qu'on parle d'extrait, extrait vient d'extraire. C'est-à-dire, on prend des éléments, donc on reçoit. Je dis, il faut faire très attention. Il faut faciliter la tâche. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller de contradiction à contradiction. Et j'ai lu, le directeur des impôts dire que pour l'attestation de non-redevance, c'est simple demande timbrée. Ouais. Or, l'article 295, dans ses alinéas 1 et 2, dit ceci. Tous les documents relatifs aux élections, à la condition des pièces, doivent être gratuits. Maintenant, on nous dit il faut timbrer à 1000 francs. Mais ça traduit justement la cacophonie qui règne au sommet de l'État. Ça traduit effectivement cette improvisation. Mais écoutez, moi j'ai dit tantôt, Monsieur Noufélé, je prends acte, n'est-ce pas, de ce que Borrell a dit. Parce que quand le problème de cette cas d'imposition et de non-imposition s'est posé, à Yaoundé 4, Parfait Voum, du RDPC, il y a SDF. Non, du SDF, il y a l'autre du MRC, bref, le MRC, le SDF et le CRAC ont fait un communiqué commun. Et dès qu'ils ont rendu public dans ce communiqué, moins de 2 heures de temps après, le directeur des impôts a réagi. C'est pour dire à tous ceux qui sont de l'opposition, il faut mutualiser les forces. Vous avez compris? Parce que cette mutualisation de force va susciter un engouement terrible, un contrôle terrible dans les bureaux de vote. Également, ça fera en sorte que vous allez reculer. Parce que s'il y a cette mutualisation, vous serez bouté. On va vous mettre dehors. Et il faudrait que nos leaders de l'opposition sachent une chose. C'est-à-dire, les personnes fortes pardonnent. Les personnes intelligentes ignorent. Et les personnes faibles se vengent. Il est question de regarder vers la même direction. Nous avons un adversaire commun. C'est le RDPC. C'est lui qui gère le pays depuis 37 ans. C'est lui qui nous a mis dans la situation dans laquelle nous sommes. Je parle de l'extrait de casier judiciaire. Ceux qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest sont obligés d'aller à Yaoundé.
Donc ceux qui sont nés là-bas sont obligés d'aller à Yaoundé faire le extrait de casier judiciaire dans une chambre à la Cour suprême. Mais comment est-ce que, d'abord, qui sont ceux qui sont candidats là-bas d'un? Les extraits d'acte de naissance, comment est-ce qu'ils vont faire? Qui aura le courage d'aller, n'est-ce pas, dire je m'avais fait telle ou telle pièce, quand on sait très bien, et je l'ai dit ici à l'entame de l'émission, qu'il y a un ex-combattant qui a dit je dépose les armes, il a fait en mondovision, les images circulent dans les réseaux sociaux, le lendemain on l'a retrouvé mort. Donc je dis, vous assumerez, Monsieur Zan, on va assumer. Votre président national qui est en même temps président de la République, il assumera. Et quand vous dites national, c'est ce que Compaoré avait dit. Et je vais plus loin, Monsieur Zan. C'est des élections locales. Oui. Si vous tentez de faire ce que vous avez fait en quelle année? À la présidentielle, et même lors des élections précédentes. On a fait quoi à la présidentielle? Vous savez? Non, qu'est-ce qu'on a fait à la présidentielle? Vous savez? Non, qu'est-ce qu'on a fait à la présidentielle? C'est important. Prions pour le Cameroun. Dans le cadre de ces élections législatives et municipales, Edmond Kamdia, il y a ces critiques des partis de l'opposition, notamment des militants investis pour être candidats, qui évoquent les difficultés à accéder à ces documents légaux et indispensables pour la constitution de leur dossier pour cette compétition électorale. On a quand même signalé ici et là certains membres du gouvernement qui ont demandé à leur administration de faciliter la tâche à ces candidats, notamment le ministre de l'administration territoriale. Pour autant, il y a toujours ces plaintes qui viennent des partis de l'opposition. Qu'est-ce qui explique cette atmosphère préélectorale au Cameroun? Oui, Céline Félé, avant de répondre à cette question, je vais dire un mot très rapide sur le précédent sujet par rapport à un concept qui a été validé à l'ONU sur la responsabilité de protéger. En 2005, il y a eu un sommet à l'ONU où on a consacré le principe de la responsabilité de protéger, qui veut que tous les États, chaque État dans le monde, chaque État membre de l'ONU, doit protéger ses citoyens contre les violations systématiques des droits de l'homme, contre le génocide, contre les crimes de guerre, contre les crimes contre l'humanité. Et je le dis pourquoi? Parce que dans le contexte du Cameroun actuel, il y a encore des morts. Chaque jour qui passe, il y a des violations des droits de l'homme dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et plus ces violations vont continuer, plus on va se retrouver dans une situation où le Cameroun se sera retrouvé dans l'incapacité de protéger ses citoyens. Et cette résolution de l'ONU de 2005 dit que quand un État se retrouve dans l'incapacité de protéger ses citoyens, l'ensemble des États dans le monde, la communauté internationale a le devoir de protéger les citoyens de ce pays en utilisant tous les moyens humanitaires, tous les moyens diplomatiques et pacifiques. C'est très important de le noter avant de sortir du sujet. Maintenant, en ce qui concerne la question que vous avez posée, M. Noufélé, tout le monde peut le voir. Depuis quelques jours sur le terrain, à travers la République, on voit des plaintes partout. Et curieusement, les plaintes se font au niveau des candidats des partis de l'opposition. Je n'ai pas encore vu un candidat ou un potentiel candidat du RDPC se plaindre dans la constitution de ces listes. C'est toujours. Et on l'a vu à Yaoundé. Tout à l'heure, M. Wafo parlait du cas de Yaoundé où 3 formations politiques se sont retrouvées, le CRAC, le SIF et le MRC, se sont rendus compte qu'ils avaient le même problème. Et lorsqu'ils ont sorti un communiqué commun, on a vu la direction des impôts réagir dans le cadre de la facilitation du dossier en ce qui concerne les services des impôts. Parce que curieusement, on peut noter depuis quelques jours qu'il y a comme un front antidémocratique qui s'est constitué au niveau de certaines, je ne veux pas dire toutes les autorités administratives, certaines autorités administratives au niveau des préfectures, au niveau de certaines autorités municipales contrôlées et gérées par le RDPC. Et avant la sortie de la direction des impôts, il y a certains services des impôts qui faisaient du zèle dans la sortie de ce document-là. C'est pour dire qu'il est important, dans le contexte actuel, où la tension est encore forte, depuis plus d'1 an, à cause de la crise post-électorale, et depuis plus de 3 ans, à cause de la guerre, le conflit dans le nord et le sud-ouest, il est important que les autorités administratives n'en rajoutent pas au moment où le chef de l'État a convoqué le corps électoral pour des élections en février prochain. Il faudrait que les autorités administratives et municipales, notamment ceux du RDPC,
facilite, et y compris les magistrats, parce que le bulletin de casier judiciaire, ça se passe au niveau des tribunaux d'instance. Il faudrait qu'ils facilitent ces documents-là. Il faudrait également, parce qu'il y a le certificat de nationalité, il y a l'extrait du bulletin du numéro 3 de casier judiciaire. Il faut que ces documents-là soient délivrés le plus rapidement possible, parce que les candidats n'ont plus beaucoup de jours pour pouvoir déposer ces dossiers-là. Donc il faudrait qu'on n'ait pas l'impression, comme je le dénonçais tantôt, qui est comme un front antidémocratique ou anti-républicain qui se formerait au niveau des autorités. Maintenant, il y a un aspect important qu'il faut noter. Sur la base des élections que nous avons connues au Cameroun depuis les années 90, on a toujours remarqué au finish que le RDPC, chaque fois que le parti au pouvoir l'a remporté, c'était à cause des divisions de l'opposition. On s'est rendu compte que les partis de l'opposition ont passé plus de temps à s'opposer entre eux. Et qu'au finish, on se rend compte que s'ils s'étaient mis ensemble, ils auraient eu le dessus. Un peu comme en mars 1992, où on a vu par exemple, on a vu les partis politiques, parce que le SDF avait boycotté les élections, on a vu l'UNDP, on a vu le MDR, et on a vu l'UPC, qui à eux seuls, tous ces trois partis politiques réunis, auraient pu permettre au Cameroun d'avoir une cohabitation. Mais malheureusement, pour des divisions encore, le MDR s'est retiré et s'est rattaché au RDPC et on n'a jamais eu cette première cohabitation. C'est pour dire quoi? Il faut en tirer des leçons dans le contexte actuel pour baisser la tension et qu'il y ait un renforcement de la démocratie au Cameroun. C'est une interpellation que je fais au parti de l'opposition. Apprenez à travailler ensemble. Et M. Wolf parlait tantôt de la mutualisation des forces. Oui, elle est efficace, la mutualisation des forces pour les élections municipales et législatives pourrait permettre à l'opposition de gagner des mairies, pourrait permettre à l'opposition d'être même majoritaire à l'Assemblée nationale. Il faut mettre de côté les égos surdimensionnés. Alors, comment garantir une compétition électorale saine, maître Emmanuel Achou, sans un nouveau découpage électoral, sans réforme a priori du code électoral? Comment garantir une compétition électorale saine pour ces élections prévues en février 2020? Merci Cédric. Il faut d'abord commencer par dire que ces élections qui ont été convoquées sont des élections à haut risque. Haut risque pourquoi? Parce que, je pose d'abord la première question, est-ce que le Cameroun est en paix ou en guerre? La guerre que le président a décrétée contre Boko Haram est-elle terminée? La guerre que le président a décrétée dans les zones anglophones était terminée. On est en pleine guerre civile. Et le RDPC, comme M. Zah a dit, agit comme si on est en temps de paix, en temps normal. Il dit que la convocation du corps électoral est une mesure républicaine. Est-ce qu'en temps de guerre, on continue à se comporter comme s'il n'y a rien? Bon, regardons donc. Vous avez bien fait de poser la question. Vous voyez que le RDPC est rattrapé par par le fait qu'il prend sa tête, il met dans sa politique d'autruche. Sa politique d'autruche par rapport au code électoral. Vous voyez maintenant, quand on demande au certificat d'imposition ou de non-imposition, le directeur d'impôt fait un communiqué. Ça a quelle valeur juridique? La loi, c'est la loi, il faut l'appliquer. Oh, s'il vous plaît, la loi, c'est la loi. La loi dit certificat d'imposition. Messieurs, il vous revenait de mettre à jour ce code électoral. Vous qui? Vous ne l'avez pas fait, RDPC. Vous ne l'avez pas fait. Alors maintenant, vous voulez tricher en passant par le... Ce qu'il dit est très pertinent. Vous voulez tricher en passant par le directeur des impôts. Ça, c'est une ouverture de nullité de ce scrutin-là. Deuxièmement, le même code électoral. Les bureaux de vote sont créés selon les... par commune. Vous avez, dans le nord-ouest et le sud-ouest, combien de communes? Vous reconnaissez vous-même qu'il y a près de 600 000 déplacés internes. Est-ce que vous avez dans le code électoral une disposition qui permet à un déplacé interne de voter en dehors de là où il est inscrit? Non. Vous reconnaissez par là le fait que ceux-là qui sont déplacés internes ne sont plus utiles. Ne sont plus des candidats. N'ont pas de possibilité de voter. Ils ont perdu leur droit de voter. Oui. Et c'est illégal et ça apporte la nullité du scrutin. Donc je ne sais pas pourquoi vous voulez à tout prix rester dans votre politique d'autruche, modifier le code électoral pour permettre au pays d'avoir des élections crédibles. Vous ne voulez pas. Maintenant, Elekam,
On doit déposer les candidatures dans les démembrements départementaux de l'ECAM. Monsieur Zang, est-ce que vous allez déposer vos candidatures au Lébialem? À Akwaya? Non, je pose la question parce que une bonne partie du territoire anglophone n'est pas accessible. Il n'y a même pas de représentation ELECAM. Vous voulez donc que ceux qui sont là-bas déposent les dossiers où? Le directeur général de l'ECAM a reconnu cela. Il a dit à En disant que c'est dans les départements. Non, si, il a reconnu. Je vous en prie, j'ai dit donc, la parole. J'ai dit donc que le RDPC est rattrapé par sa politique d'autruche. Merci. Et que le RDPC ferait mieux de renvoyer ces élections, mettre sur la table ce code électoral-là pour qu'il soit modifié, pour permettre aux Camerounais de voir de bonnes élections. Ça ne sert à rien de courir. Vous nous avez imposé un grand dialogue national à votre goût. Okay. Voilà où nous sommes là. Maintenant, exécuter ça vous dépasse. Pour aller de part. Ça ne servira à rien. Mettre à la parole. Ça ne servira à rien d'aller aux élections que vous-même vous allez demander la nullité. Parce que si l'opposition gagne, c'est le RDPC qui va aller à la Cour constitutionnelle pour dire annuler. C'est vous-même. Parce que moi, je vois que l'opposition, cette fois-ci, je suis d'accord avec M. Wafo du SDF et j'ai dit que le Réforme Parti est prêt à mutualiser ses efforts avec tous les partis d'opposition. Je vais même plus loin. Okay. Je demande aux partis d'opposition de se partager les sièges. Tout à fait. Et de donner des consignes de vote pour que aucun militant RDPC ne passe. Vous allez voir. Attendez. Je vais plus loin. Non. D'abord. Je suis. Allez-y. Non, je suis respectueux de mon grand frère. Il faut pas préparer. Non, c'est moi qui distribue la parole ici. Ah, ok. Voilà. Je vais dire en 2 minutes. Je n'ai pas besoin de bavardage. En 2 minutes, le Réforme Parti va mutualiser. Vous allez avoir les militants. Monsieur le Président, monsieur la personne dit là, pardon. Vous n'êtes pas de l'opposition. Vous n'en voulez pas de l'opposition. C'est la parole. Respectez son temps de parole. Justement, c'est-à-dire, Maître Achou parle, Wafo ajoute, Borel parle, Achou ajoute. Entre vous, vous êtes bien mutualisés sur le plateau. Mais c'est vous qui gérez le Cameroun. Permettez Charles Elisant la parole. Vous en priez, vous allez mutualiser sur le plateau. Laissez-moi maintenant m'exprimer au moins. Bon, c'est vrai que le Réforme Parti a fait son congrès avec 3 militants. Et on voit comment vous allez vous mutualiser avec le SDF. Bon, maintenant, monsieur Moufele, nous avons vu les communiqués partout ici dehors où, bizarrement, les partis d'opposition qui estiment avoir gagné plus que ce qu'on les CAM, RDPC, Conseil constitutionnel, RDPC leur a donné, appeler tout le monde à venir à faire les dossiers et à venir se constituer candidat dans leur parti pour les élections qui arrivent. Cet engouement politique, j'aime bien. Aujourd'hui, je sors de cette émission avec une information, un breaking news. Les partis d'opposition appellent à se mutualiser. Oui. C'est bien, on part, c'est la politique, j'adore ça. Alors les enjeux seront énormes. C'est ce que l'on voulait, on va aller sur le terrain. Maintenant, Maître Achou, ce n'est pas le RDPC qui convoque le corps électoral, je suis désolé. C'est votre président. C'est pas le RDPC qui convoque le corps électoral. Qui convoque? C'est pas le RDPC qui convoque le corps électoral. Qui convoque? Maintenant, une fois tu acceptes. Maintenant, je vais. Qui convoque, monsieur Zang? Je vous en prie, attention. Laissez-lui. Et qui est président national du RDPC? Qui est président national du électoral? Je suis désolé. Je vous en prie, permettez à Charles Elie d'aller. Le président qui convoque le corps électoral, ce n'est pas le RDPC qui convoque le corps électoral. S'il avait respecté l'article 7 alinéa 4 de la Constitution qui interdit le cumul. Jean-Robert, permettez à Charles Elisant de conclure son propos, d'aller jusqu'au bout de son analyse. Son petit jeu là ne peut pas m'embrouiller. Allez-y. Voilà. Je voulais terminer en disant quelque chose, monsieur Céline Fédé. Vous savez, quand on va en compétition, on respecte la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Qu'aujourd'hui, les potentiels candidats viennent pleurer à la télé. Parce que les pièces qu'on demande à la construction du dossier sont difficiles. C'est le fait. Sont difficiles, c'est terrible. Ce n'est pas parce que les autorités qui sont là-bas ne signent pas un X ou un X document. Non, c'est faux. Ces gens-là travaillent. Je suis conscient. Et je suis parfaitement sincère. Vous savez que je pense toujours ce que je dis et je dis toujours ce que je pense. Il peut arriver qu'on arrive dans une mairie
et qu'on ne trouve aucun des maires, comme à la deuxième, on vient souvent à midi 30, il rentre à 13h. Ah bon? Il peut arriver. Donc, il peut arriver qu'on arrive à la mairie et que M. Wafo ne soit pas là et qu'on veut faire signer un document. Heureusement que les populations de Nouvelle. Après, c'est bizarre. Jean-Élie a la parole, monsieur. Ça ne veut pas dire que vous avez un maire titulaire et 3 maires. Jean-Élie a la parole. Ça ne veut pas dire que M. Wafo n'était pas au travail. Quand vous arrivez à la mairie, une X-mairie, vous avez le document à faire signer. Vous avez une copie ou je ne sais pas moi quoi. Vous mettez les thèmes, si c'est un autre document. Si c'est pour les CAM, si c'est pour les conseils de dossier, vous mettez élection, ça peut sans thème. Vous allez au niveau des responsables de l'état civil qui cochent là que c'est bon. On dépose sur la table du maire. Sa secrétaire met d'abord le cachet qu'il faut. Quand M. Wafo arrive à 13h, maintenant il trouve 300 documents devant lui. Il se met à signer. Est-ce que M. Wafo, là il vient pour vous aider, hein? Est-ce que M. Wafo, vous l'aidez qui? Vous. Mais aidez vos trois adjoints. Est-ce que M. Wafo, regarde que Edmond Kamgia, militant du MSC, je ne signe pas, il met de côté. Mais pourquoi cet exemple? C'est un exemple. Pourquoi cet exemple? Parce que c'est la vérité. C'est de la provocation. C'est la vérité. Monsieur Olivier Borel, militant du PUS, je ne signe pas. Rien n'est écrit dessus, monsieur Mouffelé. Il faut qu'on arrête. Monsieur Mouffelé, non, je sens de parler. Vous faites la caricature. Depuis une semaine. Depuis une semaine. Vous faites la caricature. Depuis une semaine, j'entends des sons de cloche où tel maire n'est pas là. Oh, non, quel maire est? Tel sous-préfet, le Panaï a disparu. Oh, non, aucun sous-préfet. Tel membre de l'État ne veut pas signer. Oh, donne le nom de personne. Quand vous leur demandez que. Nous avons les noms. Je peux donner. Hein. Par décence, on ne les publie pas. Nous avons les noms. Je vous dis, nous avons les noms. Par décence, on ne les publie pas. Tout à l'heure, quand j'ai eu. Mettre là où je parle. Tout à l'heure, quand j'ai eu l'honneur d'être invité par nous à cette émission, on a mis là Edmond Kangia, analyste politique. Si vous avez les noms, c'est bizarre. Je souhaite que les trois là aient les noms, pas vous. Moi j'en ai. Vous êtes un militant. Non, mais il est journaliste. Je suis journaliste d'investigation, monsieur. Je suis journaliste d'investigation. Oui, du MSC. J'ai dit ceci. Non, il est dépassé par les événements. Les documents qu'on demande à tout candidat. Si Olivier Borel a des problèmes aux impôts, Charles-Élise André DPC a les mêmes problèmes. Il faut qu'on se comprenne. Ah bon? Le responsable des impôts qui est à Bonapiso ou à Aqua ou à Newbel ne me connaît pas. C'est un fonctionnaire qui est arrivé là peut-être il y a 3 jours, qui a des documents à faire signer. Il ne s'agit pas que c'est ça ou ce n'est pas ça. Il faut que les partis d'opposition nous arrêtent cela. Il faut qu'on arrête de faire croire aux Camerounais que ça ne va pas, parce qu'on va tout puis créer un état de psychose. Mais monsieur Wafo Maté ici tout à l'heure, vous ne l'avez pas suivi. Monsieur Zan, vous serez responsable. Ce qui va arriver, ne faites pas ce que vous avez fait pendant l'élection présidentielle. Alors, quand je lui demande, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant l'élection présidentielle, il ne parle pas. Monsieur Wafo, vous ne me faites pas peur. Le Cameroun, vous savez, ce pays est de temps fantastique que tout à l'heure on ira à Casino prendre nos petits Guinness. C'est ça le Cameroun. Et c'est cette attitude que nous devons avoir, même quand il y a des enjeux électoraux. Vous faites dans la caricature. Nous irons nous asseoir, parce qu'on va parler Nubel. Il faudra qu'on suive Nubel. Si c'est vous qui êtes maire, vous allez continuer à gérer la mairie comme il se doit. Je serai content que ce soit vous. Si c'est Fambou, eh bien. Si c'est elle, c'est ce que je souhaite. Mais je souhaite que ce soit elle. C'est ça la démocratie. Donc, ne venez pas aujourd'hui créer un état de psychose, faire comme si. Mais ce que je retiens pour finir, Cédric, c'est que aujourd'hui, vous êtes en train de finir. Les partis politiques, pour l'opposition, se mutualisent. Alors, c'est bien comme ceux qui ont un militant. J'aimerais que vous permettiez à d'autres de réagir. J'aimerais avoir la réaction de l'un des éditorialistes à la Nouvelle Expression, qui est consultant sur droit de réponse, journaliste d'investigation depuis une trentaine d'années. Non, je ne suis pas d'accord. Je vous en prie. Vous êtes sur le plateau de droit de réponse. Permettez-moi de rappeler à juste titre les positions d'Edmond Kangia qu'il occupe au sein du groupe La Nouvelle Expression et en tant que journaliste depuis une trentaine d'années. On voit là les enjeux politiques qui se dessinent autour de ces élections. D'un côté, le RDPC, où les consignes sont données de présélectionner des candidats plus ou moins jeunes afin de répondre à la nouvelle donne politique. Et de l'autre côté, l'opposition qui appelle à une mutualisation des forces. Et au centre, il y a l'administration qui joue un jeu trouble selon certains partis de l'opposition. Comment tout cela va-t-il se mettre en œuvre pour février 2020? Edmond Kangia. Oui, d'abord, il faut regretter une chose, que les élections doivent se dérouler alors que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest ne soit pas réglée. Ça, il faut le regretter. La deuxième chose qu'il faut regretter, c'est que nous n'ayons pas pu faire en sorte qu'il y ait une modification,
relecture du code électoral, ça aurait aidé le Cameroun, la démocratie camerounaise, à mieux s'exprimer. Non, je parle en tant que citoyen. Et je veux rêver qu'au terme de la session parlementaire, qui est le projet de loi portant, révision du code électoral. Je veux rêver. Rêvons. Parce que si ça arrive, ce serait formidable. Qu'on revoie le code électoral avant d'aller aux élections. Maintenant, au niveau des acteurs, des différents acteurs concernés, parce qu'il y en a 3 qui sont directement concernés. Les acteurs politiques, opposition, parti au pouvoir. Il y a de l'autre côté Elecam. Il y a enfin, au niveau des décisions qui seront prises au final, en ce qui concerne notamment les élections législatives, le Conseil constitutionnel. Nous voulons croire qu'on ne va pas assister aux mêmes scènes qu'on a assisté au Conseil constitutionnel pendant l'élection présidentielle. Maintenant, sur la manière dont les choses sont en train d'être gérées sur place, il faut se féliciter de ce qui est un engouement au niveau des partis politiques pour amener les potentiels candidats à faire rapidement leur liste. Mais il faut regretter le fait que certaines autorités, dans certaines mairies, dans certaines sous-préfectures, ne facilitent pas, n'est-ce pas, la signature des documents. Et c'est un comportement, je leur ai dit, antidémocratique. Nous devons administrer la preuve. J'interpelle les autorités, les maires, RDPC notamment, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, qui ne facilitent pas la signature des documents d'un sous-préfet. Vous avez accusé M. Wafo tout à l'heure. Je le dis, ça me belle. Mais écoutez, non mais vous êtes un blagueur. Permettez que je termine. Non, vous Aide-moi la parole. Nous espérons que tous les acteurs concernés seront fair play dans l'opposition comme au niveau du pouvoir. Mais les autorités administratives ont un rôle majeur pour la sérénité du processus. Parce que s'il continue ainsi, cela va créer une certaine tension qui va faire en sorte qu'on ne sait pas comment ça va se passer. C'est bien compris. Mesdames, messieurs, c'est la forme de cette émission. Merci à vous, Maître Emmanuel Achou, Jean-Robert Wafo, Georges-Olivier Boral, d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, Charles Lisan et Edmond Cambia, d'être venus sur ce plateau. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.